Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette 24e matinale des ponts. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à la Maison des Ponts, votre maison, avec un petit quart d'heure de retard. Nous nous excusons. Un de nos intervenants va bientôt arriver. Et nous sommes très impatients de pouvoir débattre avec vous aujourd'hui sur l'adaptation des villes et des infrastructures aux impacts du changement climatique. Donc ce débat va nous conduire pendant 1 heure à des échanges avec les intervenants et ensuite vous pourrez intervenir donc, dans la salle ou à distance pour pouvoir échanger. Sans plus attendre, je passe la parole à Gilles Robin, directeur adjoint de l'école, pour un mot d'introduction. Merci Marie-Christine. Bonjour à tous, à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle matinale des ponts. Celle-ci nous propose aujourd'hui de réfléchir aux modèles économiques des mesures d'adaptation de la ville et des infrastructures au changement climatique. Je suis Gilles Robin, directeur adjoint de l'école des ponts, et je vous prie de bien vouloir excuser Anthony Briand, notre directeur, qui aurait aimé être parmi vous pour cette matinale. Je suis heureux de vous présenter cette table ronde avec justement un beau panel d'intervenants du monde des infrastructures, de l'urbanisme, mais aussi de la recherche. Face au changement climatique, nous devons préparer nos villes, et donc nos logements, et plus largement nos infrastructures, à y faire face. L'école mobilise ses forces de recherche et de formation pour accompagner et former les acteurs dans la transformation des villes et des infrastructures pour les rendre plus résilientes face aux changements qui s'opèrent devant nous. L'école est bien placée sur ces questions, tant de l'adaptation au changement climatique de nos infrastructures et de nos villes que des aspects économiques liés. C'est une tradition pour nous, que l'on peut certainement faire remonter aux travaux de Jules Dupuy, que de s'intéresser aux aspects économiques des objets sociotechniques, comme par exemple les infrastructures de transport, qui sont le cœur de notre domaine de compétences. Les exemples des effets du changement climatique sur notre quotidien sont bien connus, avec une récurrence plus rapide de phénomènes extrêmes. Sécheresse extrême, inondations majeures, méga-feux de forêt, épisodes caniculaires prolongés, submersion marine, etc. Une recherche fournie s'y penche à la fois pour mieux comprendre ces phénomènes, mieux les prévenir et donc mieux s'y adapter, c'est-à-dire en clair comment être plus résilient. En revanche, moins d'attention est donnée aux modèles économiques de l'adaptation. Rendre nos villes, nos infrastructures plus adaptables face au changement climatique et donc plus résilientes face aux phénomènes climatiques extrêmes, c'est un investissement. Un investissement le plus souvent coûteux. C'est aussi une source d'opportunités pour nos entreprises, pour innover, comme par exemple avec l'utilisation de nouveaux matériaux ou de nouvelles modalités constructives. Quel retour sur investissement attend-on de ces travaux ? Est-il quand même rentable, socio-économiquement parlant, d'effectuer des travaux d'adaptation à ces phénomènes dont l'occurrence reste encore, mais jusqu'à quand, peu fréquente ? L'école prend à cœur son rôle en formation comme en recherche pour accompagner les entreprises sur ces questions à la fois par de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche plus appliquée, répondant ainsi aux besoins des acteurs d'accroître leur compétitivité. Les partenariats avec les entreprises sont clés pour permettre à l'école de comprendre finement les sources de vulnérabilité ou encore le niveau d'exposition aux impacts du changement climatique. Notre ambition est que notre expertise vous permette de créer la différence. Merci à nos intervenants d'avoir bien voulu répondre à notre appel pour partager avec nous, avec vous, ce vaste sujet des modèles économiques liés à l'adaptation des villes et des infrastructures au changement climatique. Je ne suis pas plus long et je cède la parole à Stéphane Lemonsu. Merci, je vous laisse regagner votre place et on va se plonger tout de suite dans cette 24e matinale des ponts. Bonjour à tous. Une table ronde dont le titre va peut-être s'afficher à l'écran, je l'espère. Adaptation, adapter la ville et les infrastructures aux impacts du changement climatique. Quel modèle économique ? C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Avec tout d'abord des intervenants qui vont se présenter tour à tour. Je vais leur donner la parole et on va commencer par Isabelle Barraud-Serfati, fondatrice d'Ibicity et qui a été notamment nominée au Grand Prix de l'urbanisme 2024. C'est ça, pour son livre Trottoir. On en parlera peut-être dans ce débat. Je vous laisse vous présenter, nous expliquer votre activité et vos interventions tout au long de l'année. Très bien. Écoutez, d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup à l'École des Ponts pour cette invitation.
Donc moi, je suis consultante en économie urbaine, c'est-à-dire que je travaille principalement pour des aménageurs sur le montage financier de leurs projets d'aménagement. Je travaille aussi, mais de manière, je dirais, un petit peu plus marginale, sur la question des services urbains, notamment sur la question de l'eau, des déchets, des réseaux de chaleur. Et à côté de ces activités très opérationnelles, en fait, donc pour des clients, encore une fois, plutôt aménageurs ou collectivités locales, je travaille sur un certain nombre de travaux de recherche, mais plutôt exploratoires, je ne suis pas chercheuse, autour justement du modèle économique de la ville, notamment à travers une étude au long cours que je conduis avec Espelia, partie prenante et T6, financée par l'ADEME, le PUCA, la Banque des Territoires, sur les nouveaux modèles économiques urbains et dont j'extrairai un certain nombre de travaux. Peut-être un mot, sans être trop long, juste pour vous dire quand même une définition que moi je retiens de l'économie, je l'emprunte à Bernard Maris, c'est l'économie, c'est l'art du partage des richesses et notamment l'art du partage des raretés. Et on pourrait dire que l'urbanisme, c'est l'art du partage des espaces. Ça, la formule est de Nicolas Détry. Donc moi, mon ambition, c'est de mettre l'art du partage des raretés au service de l'art du partage des espaces, au service du vivre ensemble. Et je pense que cette focale sur les raretés, elle est assez majeure aujourd'hui, parce que ce qui est rare et cher, c'est un peu trivial, mais qu'on est dans un moment en fait, d'inversion des raretés, ou de nouvelles raretés, et au fond, c'est ces nouvelles raretés qui vont permettre de créer de nouvelles valeurs. Et puis encore, un dernier point, je voudrais dire juste, je suis très heureuse, en fait, parce que dans la salle, il y a Dominique Lorrain, qui a été mon enseignant à l'École supérieure de commerce de Paris, et qui a été vraiment quelqu'un d'absolument fondateur dans mon parcours, dont je trouve que les travaux sont absolument éclairants. Je vous invite notamment à relire ce chapitre gouverné par les pilotes invisibles de l'action publique, donc gouverné par les instruments, qui est un chapitre absolument fondateur sur le changement du net qui s'impose aujourd'hui. Voilà. Eh bien, on verra si vous êtes une bonne élève juste après, concernant effectivement ce parcours que vous nous avez expliqué. On poursuit avec vous, Élise Bon, directrice de l'environnement chez Vinci Autoroutes. Oui. J'ai presque tout dit. Bonjour à tous. En effet, merci pour l'invitation. Oui, donc je suis en charge de l'environnement de la branche autoroute de Vinci. Donc mon rôle, il s'agit de mettre en place et d'animer et de concrétiser la politique environnement que Vinci déploie sur les infrastructures linéaires de transport en France, routières, concédées par Vinci. Donc ces infrastructures, ce sont des autoroutes. C'est la moitié des autoroutes concédées en France, c'est 4400 km de réseau autoroutier, principalement une grande diagonale est et sud. Et ces infrastructures, elles ont été construites pour la plupart, enfin pour les 2/3 avant la première grande loi environnementale. Et donc les enjeux environnementaux de ces infrastructures, c'est de pouvoir les adapter du point de vue environnemental au sens large, donc les préparer à la grande transformation de décarbonation, mais également les adapter à l'intensification des aléas climatiques pour les prochaines décennies. Et ça sera justement le sujet de nos échanges tout à l'heure. On reviendra sur effectivement toutes ces actions que vous menez. Louis-Gaëtan Giraudet, vous êtes chercheur en économie de l'environnement et de l'énergie au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, mais plus exactement spécialiste dans, je vous laisse préciser. Donc, je suis au CIRED et surtout à l'École nationale des ponts et chaussées. C'est ça. Et mes recherches portent sur l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et le logement en particulier. Et donc, je fais principalement de l'évaluation de politique publique. Donc, est-ce que MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro correspondent à une bonne utilisation de l'argent public, à quelle catégorie de ménage ça profite, etc. Et donc mes recherches ont pendant longtemps été vraiment sous l'angle de l'atténuation du changement climatique et de la contribution de ces politiques à l'atténuation. Et de plus en plus, l'adaptation est un sujet émergent. Donc dans le secteur du logement, ça passe beaucoup par la question de la climatisation. Et enfin, j'ai une dernière partie de mes recherches qui porte sur l'acceptabilité des politiques publiques, environnementales en particulier. Et à ce titre, j'avais suivi les échanges de la Convention citoyenne pour le climat avec un groupe de chercheurs en sciences sociales de 30 collègues. Donc on a publié un certain nombre de travaux là-dessus. Merci, ça a donné le temps à notre dernier intervenant d'arriver, Vincent Viguier.
On souffle. Directeur adjoint et chercheur spécialisé en économie de l'adaptation au changement climatique au CIRED et également à l'École des Ponts. Bienvenue, Vincent. Bonjour à tous et désolé pour le retard. Donc du coup, je m'appelle Vincent Miguet, je suis chercheur au CIRED comme Louis Gaëtan. Et dans ce laboratoire, je travaille principalement sur l'évaluation des stratégies d'adaptation des villes face au changement climatique. Donc en gros, évaluer les stratégies d'adaptation, ça veut surtout dire essayer de comprendre concrètement ce que les impacts du réchauffement climatique vont vouloir dire dans la vie de tous les jours et sur le monde économique. Et du coup, partant de ça, comment est-ce qu'on peut essayer de se préparer à ces impacts? Et du coup, en termes de projets de recherche, par exemple, actuels, en ce moment, je travaille sur... j'ai un projet qui vient de commencer avec une autre collègue de l'École des Ponts, également, ainsi que pas mal d'autres chercheurs, dans lesquels on étudie dans quelle mesure est-ce que les plans de végétalisation de la région en Île-de-France peuvent permettre de limiter l'exposition aux canicules, et surtout dans quelle mesure est-ce que les stratégies qu'on peut mettre en place à court terme fonctionnent effectivement. Par exemple, si jamais il y a moins d'eau qui est disponible, si jamais il y a des vagues nuisibles qui font que les plantes meurent, voilà, comment on peut faire pour essayer de gérer différents impacts du réchauffement climatique à la fois. Dans l'actualité, l'adaptation au changement climatique est partout. On le voit ces derniers jours. Le financement de l'adaptation resterait très insuffisant selon le rapport de l'ONU qui alerte sur un gros gap de financement. Les pays les plus vulnérables sont souvent les plus exposés. Lors de la dernière COP30, on l'a vu, on en a été abreuvé dans les informations. On a bien vu que là aussi, il y a eu des nations fortement exposées qui demandent le triplement des fonds annuels d'adaptation. Parallèlement, en France, on a eu cette année un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique qui a été lancé, publié avec des mesures pour que les entreprises intègrent la résilience climatique dans leur modèle économique. Des outils ont été mis en place pour diagnostiquer notamment la vulnérabilité des entreprises avec par exemple un diag adaptation et un outil ODAC à venir, c'est le terme technique. Il y a de nouvelles logiques de développement économique en Afrique du Nord qui sont préconisées aussi par la Commission économique pour l'Afrique, le CEA. Voilà, pour vous donner un petit contexte, mais ne pas oublier aussi que cette adaptation au changement climatique, c'est vu comme une opportunité de business pour certains, que dans les années à venir, pour les grandes entreprises, il y a des opportunités considérables qui se chiffreraient en trillions de dollars, sinon ça serait des pertes, et qu'il faut effectivement s'emparer de ce sujet collectivement. Voilà pour le contexte. On va rester sur l'adaptation et sur les impacts plus hexagonaux, et notamment en ville et sur les infrastructures, puisque nous sommes directement concernés. On va attaquer par, une fois n'est pas coutume, puisque l'adaptation au changement climatique, elle existe déjà. Beaucoup d'acteurs s'en emparent déjà, sur des exemples concrets d'adaptation réussie. Des initiatives qui sont menées, et on va attaquer avec vous, Vincent, puisque vous venez d'en parler, de l'effleurer. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples d'actions, d'adaptation qui sont aujourd'hui étudiées ou appliquées ou menées par rapport à ce changement climatique? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites en France et partout dans le monde pour s'adapter au réchauffement climatique. Alors, des exemples d'adaptation réussie. Alors déjà, un tout premier mot, c'est que on ne sait pas exactement, et ça c'est une grosse limite dans la recherche actuelle, on ne sait pas mesurer l'adaptation. C'est-à-dire savoir si quelque chose est robuste ou pas face à des impacts. En fait, on n'a pas vraiment de moyens précis de le savoir. Parce que on sait si jamais il y a des événements extrêmes, des catastrophes naturelles, s'il y a des dommages ou pas, mais est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou non, on ne peut pas vraiment le savoir. Contrairement, par exemple, aux politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans lesquelles, là, il y a une métrique qui est assez claire, c'est combien on émet de gaz à effet de serre. Mais pour l'adaptation, voilà, il n'y a pas de moyen précis de savoir. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est les recommandations qui peuvent être faites par différentes institutions ou dans le monde académique, et regarder si ces recommandations sont mises en œuvre ou non.
en supposant que si les recommandations ont été faites, c'est qu'elles sont plutôt malignes. Et voilà. Mais encore une fois, personne ne sait exactement dans quelle mesure est-ce qu'on est loin de l'objectif ou non. Et après, lorsqu'on regarde les recommandations, alors des exemples, il peut y en avoir pour différents types d'institutions, que ce soit pour des entreprises, pour des collectivités, pour des pays. Alors, j'ai pas forcément en tête des exemples nominaux, enfin des noms d'entreprises ou de collectivités, parce que les choses bougent assez vite. Mais disons que un exemple dit assez classiquement en termes de collectivité, c'est par exemple la ville de Paris, qui est très active au niveau de l'adaptation face aux impacts du changement climatique, même assez avancée au niveau international. Et lorsqu'on regarde pourquoi est-ce qu'on peut avoir tendance à dire ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est d'une part le fait que l'adaptation se base sur la prise en compte de différents scénarios, assez différents les uns des autres, de manière à avoir des stratégies qui soient robustes par rapport à l'incertitude du réchauffement climatique. Et quand je dis différents scénarios, ce n'est pas simplement différents scénarios de réchauffement, c'est également le fait de prendre en compte les possibilités d'occurrence d'impacts de nature différentes. Le fait que, par exemple, il puisse y avoir des inondations qui ne soient pas forcément prédites, ou le fait qu'il puisse y avoir des inondations quelques jours avant une canicule. Des choses comme ça, le fait qu'il y ait des risques de co-occurrence. Et c'est également une autre dimension, le fait de faire ça, pas simplement sur le papier, mais en faisant des exercices de prospective, en se projetant dans le long terme et en essayant de réfléchir à quelle est l'évolution du territoire. Et en fait, au fond de ça, la question, c'est de réfléchir à l'évolution du territoire en acceptant cette contrainte des impacts et en essayant d'imaginer quel est un développement du territoire acceptable, en prenant en compte explicitement qu'il y a ces conséquences. Et au niveau des entreprises, alors j'avoue que je n'ai pas de nom en tête, parce que je n'ai pas regardé, je ne connais pas suffisamment ce que font les entreprises à l'heure actuelle, et j'imagine que les autres intervenants savent ça beaucoup mieux que moi, mais quelque part, les grands principes qui sont souvent, en tout cas, mis en avant dans le monde académique, ou que ce soit en France, par exemple, par l'ADEME, ou même parfois par BPI France, c'est ça, c'est le fait de se projeter à l'avenir dans une échelle de temps assez lointaine, et de prendre explicitement en compte ces contraintes posées par le changement climatique sans être dans le déni de tous les risques, même des risques qui peuvent avoir des ampleurs assez importantes. Alors, si vous voulez, quelques exemples comme ça qui ont été cités, notamment dans le dernier plan national d'adaptation au changement climatique, il y a OVH Cloud qui notamment a été cité comme exemple d'entreprise pour sa stratégie d'adaptation, puisqu'il y a une gestion de la rareté des ressources qui est considérée, de l'autonomie industrielle qui est mise en place, et une résilience aux phénomènes extrêmes qui est aujourd'hui également étudié par rapport à la protection des data centers dont OVH tire toutes son activité. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a Coolroof France aussi, qui pratique, c'est une entreprise française spécialisée dans les revêtements coolroofing, c'est-à-dire des toitures thermo-réfléchissantes pour les bâtiments, qui a été également cité. Il y a d'autres réussites, on pourrait parler également de Veolia pour sa gestion de l'eau. Ça touche au milieu urbain, c'est pour ça que je cite ces exemples. Il y en a d'autres. Il y a Kaili Energy également. Kaili Energy, eux, ils sont sur les systèmes de rafraîchissement bas carbone. Voilà quelques exemples. Et puis, il y a aussi des études qui ont été faites sur les exemples concrets. Dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, il y a aussi des actes de rénovation qui concernent les bâtiments. Je vais vous donner la parole, Louis Gaëtan, parce que avec vous, on peut aussi juste dès le début poser 2-3 points sur les différences entre adaptation et atténuation. Ça, c'est un point qui est important. Je vous laisse vous saisir du micro. Parce que sans micro, on ne va pas vous entendre. Tout à fait. Alors, un premier point, un petit retour pour éclairer justement la différence entre adaptation et atténuation. Tout à fait. Alors, juste au préalable, si je peux citer 3 exemples d'adaptation dans le secteur que moi je connais, qui est donc le logement, le logement et les ménages. 3 exemples très simples et qui ont toutes des dimensions différentes et donc sur lesquelles je pourrais revenir. D'abord, il y a tout ce qui est système d'alerte canicule. Et là, il me semble que depuis 2003, on a fait quand même énormément de progrès. Il y a eu un choc en 2003 et depuis, avec beaucoup de mesures très simples de communication
Aujourd'hui, quand il fait chaud l'été, dans le métro, à la radio, partout, vous avez des alertes, pensez bien à boire, etc. Des choses toutes simples qui, a priori, coûtent pas très cher, mais qui ont un effet très, très important. Deuxième exemple, là, on est un petit peu sur une autre approche. Vous l'avez cité, c'est la question des toitures réfléchissantes. Et là, on est sur une toute autre mesure où certes, il y a de l'innovation, mais pour déployer à l'échelle, on voit que ça coince, et notamment, il y a des contraintes architecturales, réglementaires, etc. Exemple avec les toits de Paris qui sont en zinc, qui sont des fournaises, Voilà. qu'on veut conserver parce qu'il y a effectivement, c'est aussi un héritage architectural, et pourtant, il y a tout un système à mettre en place parce que voilà, c'est pas viable à terme, vu les températures actuelles et annoncées. Voilà. Et le troisième exemple, qui lui est un petit peu anarchique en quelque sorte, c'est la climatisation. Et là, peut-être on y reviendra sur les décisions centralisées versus décentralisées. Là, c'est vraiment une décision décentralisée au sens où c'est les ménages individuellement, sans se coordonner, qui prennent des décisions. Et là, ça ouvre des perspectives avec plus d'incertitude. Donc, voilà, je voulais peut-être revenir sur ces exemples. Très bien. On peut enchaîner sur adaptation, atténuation. Quelle différence en 2 mots? Donc là, il y a une différence fondamentale en économie et dans la façon dont on conceptualise les choses. Nous, c'est que l'atténuation, c'est un bien public. C'est-à-dire, on agit au nom de la collectivité pour réduire un problème qui est le changement climatique, dans lequel tous les pays sont embarqués, mais dans lequel personne veut agir parce que ça bénéficierait non seulement à soi, mais à tous les autres pays. Tandis que l'adaptation, c'est nous ce qu'on appelle un bien privé, au sens où quand on s'adapte, on le fait d'abord pour soi de façon assez égoïste. Donc, entre guillemets, finalement, il y a le problème du changement climatique, il est là parce qu'il y a une forme de rationalité, malheureusement, le passager clandestin, où personne veut agir parce que ça va bénéficier à tout le monde. Mais en revanche, et donc on comprend que les pays soient réticents, les pays égoïstes soient réticents à réduire le problème, mais en revanche, ils ne devraient pas du tout être réticents à s'adapter, puisque vraiment, ils sont perdants. Donc c'est peut-être l'idée que, par exemple, vous avez 2 communes qui gèrent une route très accidentogène, où ce serait bien de construire une piste cyclable pour réduire les accidents pour les cyclistes. Mais comme les 2 communes se partagent la route, elles sont réticentes à investir parce que ça va profiter à l'autre, etc. Et donc, il continue à y avoir beaucoup d'accidents. Donc, c'est dommage, on aimerait qu'elles se coordonnent pour construire cette piste cyclable. En attendant, tant que c'est toujours accidentogène, on attend quand même des cyclistes qui portent un casque. Parce que c'est vraiment rajouter du risque au risque de ne pas porter de casque. Donc ça, c'est une décision individuelle. Mais donc, ça veut dire que là où la collectivité doit mettre la priorité, c'est sur réduire ce risque d'accident. C'est ça qui est vraiment important. Après, du coup, il y aura peut-être moins de casques à acheter, mais en tout cas, c'est vraiment l'effet de premier ordre. Isabelle Barraud-Serfati, sur des exemples concrets d'adaptation réussie, vous voulez réagir peut-être à ce qui a été dit aussi? Allez-y. Alors, je me retrouve dans l'idée que je pense qu'une des questions fondamentales aujourd'hui, enfin de tout temps, mais je dirais qui se rejoue à chaque époque, c'est qu'est-ce qui doit relever d'une mise en commun, et notamment donc de services portés par la collectivité locale ou d'actions individuelles. En fait, je pense que toute la question en fait de l'action publique, c'est qu'est-ce qui relève donc de la mise en commun versus de solutions individuelles. Après, donc, et ça, cette question, je pense qu'elle est vraiment structurante, fondamentale, et il faut vraiment on doit se la reposer. En revanche, moi, il me semble que la question de l'adaptation, c'est aussi pour partie et largement un bien commun. Et j'en veux pour preuve, en fait, donc justement, moi, des opérations que j'accompagne pour le compte, là, en l'occurrence, de 2 aménageurs, notamment à Bordeaux et à Nantes, où, en fait, on a des aménageurs qui
à la fois pour de l'atténuation, mais surtout pour de l'adaptation, vont créer beaucoup plus d'espaces verts. Et donc ça, typiquement, c'est vraiment de l'adaptation avec ce qui, là encore, est fondamentalement le métier d'un aménageur, c'est de permettre justement la mise en commun de ces infrastructures, de ces espaces qui sont créés. Alors, premier exemple, c'est cet exemple donc, d'avantage d'espaces verts. Avec là tout de suite un impact sur le modèle économique, parce que vous le savez, le modèle économique d'un aménageur, il était largement fondé sur la cession de mètres carrés de surface de plancher, et donc toute chose égale par ailleurs, eh bien, lorsqu'on construit plus d'espaces verts, lorsqu'on réalise plus d'espaces verts, il y a moins d'espace pour construire des mètres carrés. Et donc là, je pense qu'on est dans un changement de paradigme, où finalement l'aménagement était plutôt fondé sur la valeur du plein, et aujourd'hui, il va sans doute falloir aller sur la valeur du vide, qui est, je trouve, un chantier particulièrement stimulant. Peut-être un deuxième exemple, pour le coup, là aussi, d'adaptation, c'est la grande transformation, là, cette fois-ci, des espaces publics, des rues notamment, qui deviennent, alors on parle parfois aussi de villes-éponges, de trottoirs-éponges, donc d'espaces publics, en fait, qui deviennent ce que j'appelle gris, vert, bleu, c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus dessinés par l'eau, et donc on a une hybridation entre des secteurs ou des services qui étaient éclatés au sein de la collectivité entre le service en charge de la gestion de l'eau, le service en charge de la gestion des espaces verts et le service en charge de la voirie. Et puis peut-être un troisième exemple d'adaptation réussie, mais qui montre les défis qui sont à venir. On a travaillé dans un partenariat avec l'agglo de Saint-Lô, qui en 2023 a dû faire face à une sécheresse historique en fait, et qui a réussi à assurer la continuité de la fourniture d'eau potable malgré la baisse l'assèchement en fait de la ressource en eau. Mais ça ouvre une nouvelle question, c'est que fondamentalement, ce qu'on observe, c'est que le modèle des services urbains, qu'il s'agisse de l'eau, des déchets ou de la chaleur, en fait, il était historiquement fondé sur l'idée d'une hausse des quantités consommées. C'était une hypothèse implicite que les acteurs oublient de réinterroger. Or, aujourd'hui, ce qui est à peu près certain, c'est que cette hausse des quantités consommées facturées, ce n'est pas l'hypothèse la plus certaine. Et donc, aujourd'hui, il faut justement repenser le modèle économique en tenant compte que l'hypothèse la plus réaliste, c'est une hypothèse de baisse des quantités consommées. Pour l'eau, des mètres cubes économisés, et pour effectivement, je dirais les logements, les espaces communs, c'est des mètres carrés inventés, la valeur du vide, vous le disiez. On y reviendra après parce que on va se pencher sur cette question de comment on réfléchit les nouveaux modèles économiques, quelle valeur on donne et comment aussi on fait intervenir les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Élise Bon, sur l'adaptation réussie, comment ça se passe chez Vinci de ce point de vue-là? Alors, chez Vinci Autoroute, j'ai envie de dire que les exemples de réussie d'adaptation, je veux bien vous citer deux exemples. Un premier qui répond un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire, pour moi, une réussite, c'est la capacité à se projeter dans le long terme et à faire ces scénarios. Ça nous a pas mal mobilisés ces dernières années. Dès 2020, on a fait une étude de vulnérabilité sur la méthode du CEREMA avec Carbone 4 qu'on a mis à jour en 2024 avec les évolutions des scénarios liés à la TRAC qui ont permis de confirmer quels étaient les aléas principaux pour les infrastructures qui sont les crues, inondations et dans un second temps les feux de forêt. Mais donc là, pour nous, c'était un exercice qui était intéressant de se projeter sur des scénarios à très long terme, de faire ces analyses de vulnérabilité, de criticité de l'infrastructure pour pouvoir identifier les poches, les endroits, les localisations sur ces 4400 km d'autoroute sur lesquels l'évolution de ces aléas pouvait causer les dommages les plus importants et sur lesquels on a pu, pour une partie, mener des études approfondies et on peut maintenant programmer des études approfondies pour un linéaire critique de à peu près 1600 km de réseau. Ça, pour moi, c'est une première réussite. Et une deuxième réussite que je pourrais citer, c'est que c'est aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs, dans la conception. En ce moment, on travaille sur le contournement ouest de Montpellier. Et là, au moment des études, c'est-à-dire lorsqu'on prend les études en tant qu'aménageur, c'est après la DUP, donc la déclaration d'utilité publique. Et il y avait un ouvrage qui franchit un cours d'eau qui était prévu par une succession d'ouvrages hydrauliques. Donc c'est des buses qui sont posées dans le lit majeur du cours d'eau.
Et là, les équipes de conception ont proposé une alternative en viaduc qui permet d'anticiper l'éventuelle insuffisance. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces ouvrages hydrauliques étaient conformes aux ouvrages de dimensionnement, aux périodes de retour de dimensionnement de l'ouvrage, mais de se projeter dans plus tard, ils seront sans doute insuffisants, donc projetons-nous déjà dans la situation, et on a proposé un viaduc qui franchit 272 mètres pour cet ouvrage à construire. Et avec cette vision dont nous parlions en préparant ce rendez-vous, de l'autoroute qui peut jouer l'effet double d'être à la fois une digue ou un lieu où on laisse passer l'eau, donc en fonction des territoires qui peuvent être menacés d'un côté ou de l'autre de la structure. Exactement. Oui. Donc, là, en l'occurrence, sur ce département, il y a eu en 2023 des montées en charge de cours d'eau plutôt type épisode Cévenol, puisque c'est dans le sud du Massif central, et qui ont une période de retour de 1000 ans. Donc on a une évolution en effet de l'intensité des pluies sur toute cette zone, cet arc méditerranéen. Et donc le sujet, c'est que ces infrastructures qui ont été construites parallèles à la côte peuvent constituer influer sur voilà, à ce moment-là sur les incidences des précipitations. Ça nécessite un sujet qu'on va aborder juste après sur effectivement la façon de s'adapter tous ensemble. Vous l'avez plus ou moins évoqué chacun. Quels sont finalement les ingrédients du succès aujourd'hui dans les actions qui sont menées pour l'adaptation? Vincent, les clés du succès, sur quoi elles reposent? Sur quel champ? Alors, on ne sait pas exactement, parce que sinon tout le monde serait plus avancé, etc. Mais en tout cas, des éléments qu'on retrouve fréquemment. Alors, ce qui a été dit, déjà la première chose qui est assez évidente, c'est de se projeter dans le long terme. Parce que les impacts du changement climatique sont là dès aujourd'hui, mais vont s'aggraver année après année, et qu'en fait, une grosse partie de la vulnérabilité du futur dépend de choix d'aujourd'hui, notamment dès qu'on parle de construction d'infrastructures, de mise en place de choses qui vont durer dans le temps. Ça peut être des infrastructures, mais ça peut être aussi des modes d'organisation, des choses comme ça. La deuxième chose, c'est d'éviter absolument le déni, c'est-à-dire d'accepter les impacts, que des risques augmentent, et de se projeter. Voilà. Et déjà, si on a fait ces deux choses-là, on a fait une grosse partie du chemin. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu évident. Il faut voir qu'il y a quand même beaucoup de mauvais exemples, de cas dans lesquels ce n'est pas fait, et de choses qui peuvent rendre ça compliqué. Par exemple, si on prend au niveau des entreprises, pareil, je connais, disons moins, mais au niveau de collectivités locales, un exemple typique dans lequel les progrès de l'adaptation se font difficilement aujourd'hui en France, c'est l'évolution des stations de ski de moyenne montagne. Vous prenez les stations de ski de moyenne montagne, zones dans lesquelles une très grosse partie de l'activité économique vient souvent du ski, et zones dans lesquelles on sait que cette activité économique est très menacée à court terme, et encore plus à moyen terme, par le réchauffement climatique. Et du coup, ça impose de faire des choix, ça impose de faire des choses, et il y a beaucoup de ces stations qui ont du mal à opérer la transition. Voilà, à opérer la transition et même à se projeter. Vous avez par exemple plusieurs rapports de la Cour des comptes sur la question. Et en fait, si elles ont du mal, c'est parce que, et ça je pense que c'est un point qui est assez important, en tout cas dès qu'on parle d'adaptation au niveau du secteur public, c'est que choisir comment on s'adapte, en fait, ça veut dire faire des choix, et ça veut dire décider de ce qu'on abandonne. Pour prendre un exemple un petit peu plus clair, je pense qu'on y reviendra, mais dès qu'on s'intéresse au coût de l'adaptation du changement climatique, voilà, au coût que ça peut coûter, que ce soit pour une entreprise, pour un territoire, pour un État, en fait, le coût de l'adaptation au changement climatique, il n'y a pas un seul coût. Il dépend de la manière dont on va choisir de s'adapter. Si je prends l'exemple de l'adaptation des voies de chemin de fer, par exemple, du réseau ferré français, faire en sorte qu'on ait un réseau ferré sur lesquels les trains puissent circuler tous les jours de l'année de manière garantie, quelle que soit l'évolution du climat, c'est possible, mais à un coût beaucoup, beaucoup plus élevé que si on accepte que quelques jours par an, dans certaines parties du territoire, les trains ne puissent pas rouler. Donc,
ça, c'est assez naturel. Et en fait, là-dessus, la question, c'est que essayer, et là je prends l'exemple du réseau ferré, mais c'est la même chose pour tout, pour l'approvisionnement, pour l'énergie, pour l'habitabilité en cas d'inondation, etc. Vouloir maintenir absolument les conditions de vie existantes malgré les impacts du réchauffement climatique est faisable, mais à des coûts, à des investissements initiaux qui sont sans commune mesure avec si on accepte de lâcher du lait sur certains endroits. Mais par contre, lâcher du lait sur certains endroits, accepter qu'on soit dans de la résilience plus que dans de la robustesse, c'est-à-dire accepter qu'on puisse accepter des impacts, mais sans s'effondrer complètement suite à ces impacts, ça veut dire qu'il y aura des perdants. Dans le cas des voies de chemin de fer, ça veut dire qu'il y aura certaines personnes qui, à certains moments, ne pourront pas se déplacer. Et du coup, ça signifie en même temps réfléchir à des mesures de compensation ou réfléchir à être sûr que si ces personnes ne puissent pas se déplacer, ils puissent quand même aller dans des hôpitaux. Enfin, qu'il n'y ait pas des risques de crise comme ça. Et du coup, tout ça pour dire que s'adapter au réchauffement climatique, c'est vraiment faire des choix sur ce qu'on choisit de maintenir ou d'abandonner. Et c'est vraiment le cœur de la difficulté. Pour revenir à ce que je disais au tout début, sur les stations de ski de moyenne montagne, abandonner le ski, ça signifie partir dans d'autres directions, mais c'est un choix, ça peut être un pari. Il y a forcément des personnes pour qui ça va être plus simple que pour d'autres, des personnes qui vont y perdre. Et toute la difficulté de la transition de l'avion, de comment on fait pour embarquer tout le monde, pour essayer de faire quelque chose. Peut-être qu'il y a des cas où ça va rater. Enfin, voilà. Donc, comme vous le dites, il y a dans les ingrédients du succès le financement, la gouvernance qui compte aussi, et puis des innovations, ne serait-ce qu'organisationnelles, pas forcément technologiques ou techniques. Qui veut réagir? Je crois que Isabelle... Oui, moi je veux bien réagir. Et puis je projeterai un schéma tout à l'heure, mais en fait, moi je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, avec notamment cette question d'arbitrage et aussi cette idée de... et ça, je pense que c'est un point fondamental, c'est que, en fait, quand on parle de modèle économique, on ne parle pas juste de dépenses et de recettes. Alors, je vous ai mis ici la matrice de modèle économique que vous connaissez certainement, d'Osterwalder et Pignard, mais qui rappelle cette évidence, c'est que les dépenses et les recettes sont notamment fonction de ce qu'ils appellent on va la voir s'afficher. Oui, elle apparaît, mais sinon, c'est pas grave. Je peux la dire à l'oral. Ces fonctions, donc dépenses et recettes, sont fonction de la proposition de valeur ou de l'offre de services urbains. Et donc, effectivement, par exemple, je vais prendre un autre exemple concernant l'eau potable. Aujourd'hui, on a des collectivités locales. Alors, c'est la slide de d'après. Vous connaissez tous cette partie. Les dépenses et les recettes sont fonction de la proposition de valeur, notamment. Et ça veut dire quoi? Donc, par exemple, on a des collectivités locales qui vont aujourd'hui s'organiser pour assurer la continuité de la fourniture de l'eau potable. Vous savez que la continuité, c'est un des 3 principes, une des 3 lois de Roland des services publics. Or, cette continuité à tout prix, c'est-à-dire y compris lorsqu'il n'y a plus de ressources en eau, elle coûte extrêmement cher. On va avoir des collectivités qui vont faire des raccordements de tuyaux, qui vont installer des bâtards d'eau pour pouvoir utiliser l'eau d'un barrage, même lorsque l'eau est très basse. Et finalement, la question peut être mise en débat. Est-ce que les habitants, les administrés, souhaitent avoir cette continuité coûte que coûte, ou est-ce que finalement ils préfèrent avoir un service public moins cher? Et donc, à cette question d'arbitrage, je rajouterais aussi que ces arbitrages politico-économiques, ils sont en fait, ils doivent être mis en débat. Et là, on est dans un cénacle plutôt de techniciens. En réalité, c'est des débats qu'on devrait avoir, me semble-t-il, de manière dans des débats publics, grand public. Et puis alors, très rapidement, du coup, je ne veux pas le commenter, mais je voulais juste l'introduire, peut-être le schéma d'avant. C'était pour rejoindre cette idée que la question d'adaptation, elle se pose effectivement sur une comparaison. C'est le schéma d'avant, si vous voulez. Il arrive. Voilà, donc sur des coûts d'investissement qui doivent être comparés avec des bénéfices dans le temps. Et là, je vais aller très, très vite, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on sait par exemple que ces nouveaux espaces publics, en fait, qui permettent du rafraîchissement, qui permettent une meilleure gestion des eaux pluviales, eh bien, en général, ils ont un coût d'investissement plus faible que le coût d'investissement des solutions conventionnelles avec des tuyaux en dessous. Simplement, ils se traduisent par des coûts de fonctionnement qui sont un peu plus élevés. Le fonctionnement, c'est très peu par rapport à l'investissement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est, je dirais, la ligne critique pour les collectivités locales. Elles sont extrêmement contraintes sur les coûts de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, un des enjeux des finances locales, c'est de pouvoir permettre justement cette approche globale. Et puis, autre exemple, voilà, là, c'était l'idée de montrer qu'évidemment, il faut penser dans le temps long. Et je voudrais juste insister, là, aujourd'hui, qu'il y a, me semble-t-il, un travail absolument majeur à mener du côté des finances locales. Pas seulement pour les réformer, mais seulement aussi pour que les élus, les services prennent bien conscience que les finances locales,
elles empêchent de voir les bénéfices de l'adaptation. Alors, je le dis de manière un peu radicale, hein, mais parce qu'elles sont fondées sur le principe d'annualité, elles sont fondées sur le principe de section d'investissement et de section de fonctionnement, elles sont fondées sur un principe d'étanchéité des budgets et d'annualité. Donc précisément tout ce que l'adaptation amène à dépasser. On avance petit à petit et vous mordez sur la suite de notre échange, de notre table ronde. Je reviens quand même sur un point et sur des chiffres. Il y a 10 ans, l'ADEME parlait déjà effectivement du nombre d'impacts des phénomènes extrêmes. Il y avait 50 à 60 aléas par an. Et d'ici 2050, on parle de 260, je crois, aléas par an. Ça veut dire qu'il faut calibrer aussi et réadapter nos systèmes, notamment quand on parle du secteur des assurances, par exemple, pour pouvoir prendre en charge ces aléas. On voit que l'adaptation au changement climatique, vous l'effleuriez, je donne cet exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question du temps court, du temps long, et effectivement, ça peut jouer des tours. Je voudrais revenir quand même sur l'adaptation et notamment sur les exemples du dispositif d'accompagnement de la rénovation en France avec vous, Louis-Gaëtan Giraudet. Il y a plusieurs dispositifs qui existent aujourd'hui depuis des années pour accompagner notamment les populations les plus fragiles. MaPrimeRénov', Éco-Prêt Taux Zéro, il y a des certificats d'économie d'énergie, les aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque dispositif, mais vous, ça a été c'est le cœur de votre activité, c'est de regarder comment ça fonctionne. Est-ce que ce sont des exemples, justement, d'accompagnement et d'adaptation réussis, ces dispositifs, par exemple, d'investissement public ? Alors, on va dire que c'est pour la plupart des outils qui sont conçus pour l'atténuation et donc qui sont très peu conçus pour l'adaptation. Et notamment, il y a assez peu de différenciation régionale des niveaux d'aide. Il y en a sur les certificats d'économie d'énergie, mais il y en a moins sur MaPrimeRénov', l'Éco-Prêt Taux Zéro. Donc il y a beaucoup des barèmes qui changent par niveau de revenu, et c'est une bonne chose, mais assez peu par zone géographique ou climatique. Or, vraiment, pour ce qui est de l'adaptation, vu que, comme j'ai dit, c'est vraiment une question assez locale, on a besoin de cette différenciation. Et notamment, par exemple, si je prends un exemple, l'isolation du sol, ça n'a pas la même pertinence partout. C'est pertinent dans le nord parce que ça réduit beaucoup les besoins de chauffage, mais en revanche, c'est moins pertinent dans le sud parce que on chauffe moins, et puis en revanche, l'été, le sol peut apporter de la fraîcheur. Donc, il y a cette question de différenciation et plus généralement d'intégrer l'adaptation dans les aides qui sont plutôt conçues pour l'atténuation, c'est une marge de progrès. Et d'ailleurs, ça me permet d'illustrer, je pense, deux facteurs clés de succès. Je pense, pour moi, ça tient en deux mots sur l'adaptation. Ça va être d'abord les systèmes d'information et la subsidiarité. Donc, si je développe très rapidement, les systèmes d'information, on a déjà commencé à en parler, et comme je disais en introduction, ça fonctionne bien aujourd'hui avec les canicules, mais là, on a bien l'idée que, alors certes, il y a du déni parce que c'est difficile de se projeter sur le long terme, et je pense d'ailleurs que l'instabilité politique actuelle, elle crée du déni aussi, mais juste parce qu'on n'a même plus le temps de planifier. Mais le déni, je pense, encore faut-il être au courant des choses. Être au courant que la route est accidentogène, être au courant que porter un casque, ça sauve, etc. Et donc, typiquement, sur les questions d'adaptation, vu qu'il y a ces aléas climatiques, il faut vraiment être en capacité de comprendre ces phénomènes, les prédire à court, moyen et long terme. Et donc système d'information, et ensuite subsidiarité, parce que on a des problèmes locaux. Comme j'ai dit, on est sur un bien privé, l'adaptation, même si je reviendrai, mais pas tout de suite, peut-être plus tard, sur les nuances qui ont commencé à être apportées à ça et qui sont bienvenues.
Mais donc, ça veut dire que c'est très spécifique à un contexte géographique et on ne peut pas faire les mêmes choses partout. C'est l'exemple que j'ai donné sur l'isolation des sols. Et donc, il faut être en mesure de déterminer le bon niveau d'intervention. Et je pourrais revenir là-dessus, mais je ne vais pas monopoliser la parole tout de suite. Élise, sur cette première partie pour la clore, justement, sur ce qui fonctionne, et allez-y. Sur les clés du succès, moi je veux bien éventuellement illustrer un peu les propos précédents pour l'exemple qui se passe chez Vinci Autoroute, c'est-à-dire que pour nous, il y a un peu les ingrédients du succès, c'est d'abord la connaissance et compétences, donc on en a déjà un peu parlé. Par exemple, chez Vinci Autoroute, on a la direction technique, un poste adaptation qu'on a créé il y a 2 ans. Et puis, il y a donc les études qui permettent de coordonner, de monter en puissance sur toutes les études que j'ai mentionnées précédemment, de vulnérabilité et de criticité. Le deuxième ingrédient du succès, ça a été évoqué par tous les deux, c'est pour moi la stratégie, d'avoir une stratégie territoriale cohérente. Et donc, c'est un peu d'innovation organisationnelle dans le sens où il y a une demande d'une certaine coopération entre les privés, les publics et les gestionnaires d'infrastructures, les collectivités territoriales. Si je peux l'illustrer, les solutions d'adaptation, on dit qu'elles peuvent être incrémentales, c'est-à-dire qu'elles peuvent adapter ou renforcer nos propres ouvrages, qui peuvent être fragilisés par des écoulements plus intenses, type les culées, les piles de ponts, ou alors transformationnelles, c'est-à-dire elles contribuent à la résilience des territoires, type le viaduc que j'ai mentionné juste avant. Et donc pour les infrastructures routières et les autoroutes sont des infrastructures stratégiques pour le pays, puisqu'elles sont ouvertes elles assurent un service 24/24, elles sont de grande capacité et elles sont une importance stratégique pour l'acheminement des secours en cas de crise majeure. Et donc cette réflexion de ce que vous disiez tout à l'heure en disant est-ce qu'on accepte de fermer certaines infrastructures, mais sous réserve que tout le monde ait accès au secours, à la santé, à l'éducation et aux besoins vitaux, et également quels sont les coûts d'interruption de service pour toute l'économie qui passe sur ces réseaux. Ça, c'est une réflexion qui doit avoir lieu au niveau territorial, à l'échelle d'un bassin de vie, d'un bassin versant ou de plusieurs bassins versants. Et donc, il faut une stratégie territoriale qui soit capable qui se permet de réunir les acteurs. Donc ça, donc il y a différents exemples. La région Sud, en ce moment, fait une démarche assez pionnière qui est citée par le PNAC sur justement la résilience au niveau des transports. Quelle est la viabilité des transports en se projetant dans le long terme. Il faut que ces stratégies territoriales, ces collectivités territoriales soient capables d'analyser des analyses socio-économiques pour identifier quel est on va venir, j'imagine, l'optimum économique, c'est-à-dire identifier le coût minimum qui rend service au maximum de personnes. Et il faut pouvoir donc il lui faut une certaine compétence technique, et ça peut se construire par la coopération entre l'ensemble des acteurs de ce territoire concerné par l'aléa, donc le bassin versant ou différentes échelles régionales. Et juste le troisième ingrédient du succès, qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on en a quand même parlé, c'est qu'il faut mobiliser des financements. Il va falloir mobiliser des financements pour adapter, même si on va pouvoir trouver les stratégies pour trouver l'optimum en termes de financement. Il y a des financements, il y a des investissements lourds qui vont être nécessaires pour adapter notamment les infrastructures, c'est le sujet que je connais, et sur lequel il y a aussi des solutions partenariales à trouver. Nous, on est gestionnaire d'infrastructures, on est concessionnaire. Le modèle concessif, c'est un modèle qui permet d'appeler des financements à long terme. Donc voilà, pour moi, ces 3 ingrédients, j'imagine qu'on va pouvoir Et ce sont enchaîner. les 3 ingrédients qui constituent notre deuxième partie de cette table ronde sur l'économie de l'adaptation, les coûts, les opportunités et la gouvernance. On va revenir justement sur ces articulations à choisir, peut-être en rappelant quand même que le coût de l'inaction, est-ce qu'il est supérieur ou pas au coût de l'adaptation? Petit tour de table. Moi, j'ai quelques éléments également à vous donner, mais je vous laisse répondre d'abord. Quand on parle de coût de l'inaction et de coût de l'adaptation, quelle est la mesure? Quelle mesure on peut faire? Alors, du coup, la première chose, je pense, là-dessus, c'est que donc déjà, on n'a pas le choix de payer quelque chose ou de rien payer.
c'est bien sûr, comme je dis, c'est coût de l'action versus coût d'inaction. C'est-à-dire, soit on se prépare, et dans ce cas-là, on a des coûts, que ce soit des coûts financiers, des coûts d'investissement, mais aussi des coûts organisationnels, des possibles pertes culturelles si on modifie des choses, etc. etc. Soit on accepte d'avoir ça, soit on est victime de coûts liés aux conséquences du réchauffement climatique, qui arrivent année après année et de manière non choisie. Et bien sûr, même lorsque l'on s'adapte, on ne sait pas s'adapter, en tout cas de manière générale, on ne peut pas s'adapter en annulant les impacts. Il reste toujours ce qu'on appelle des impacts résiduels. Et on est toujours exposé à des impacts de réchauffement climatique, mais on espère de moins grande sévérité que si on ne s'était pas adapté. Et d'ailleurs, là-dessus, un point, c'est que la table ronde est sur l'adaptation, mais bien sûr, la clé qui sous-tend tout ça, c'est les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et bien sûr, l'idée, c'est que plus le réchauffement climatique est d'ampleur importante, moins on sait s'y adapter. Et plus les impacts résiduels sont de grande ampleur. Et il y a même certains niveaux de réchauffement qui ne sont pas forcément très élevés, face auxquels il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on ne sait juste plus quoi faire. Donc bien sûr, on parle d'adaptation ici, mais l'enjeu ultra majoritaire reste le fait de réduire les émissions. Et après, donc, pour revenir à ces questions de coût, donc chiffrer le coût des impacts, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que les impacts du réchauffement climatique, si jamais on ne fait rien du tout, ça peut vite amener à des scénarios assez catastrophiques. Si on regarde maintenant le coût des actions d'adaptation, vous avez I4C, donc c'est l'Institute for Climate Economics qui a évalué justement le coût de l'adaptation récemment. Il y a un rapport qui était sorti, je gardais les chiffres pour après, mais ça serait au minimum 2,3 milliards par an pour les mesures incontournable. Si on ne fait rien, le coût de l'inaction serait mesuré de moins 1 à moins 10% du PIB tous les ans si les 2 degrés sont atteints entre 2050 et 2070. Donc le coût de l'inaction, il est avéré. Ça a été notamment mesuré dès 2006 dans un rapport britannique Stern et ça a été confirmé depuis par le GIEC. Mais par exemple aussi sur d'autres secteurs, j'en parlais tout à l'heure, si l'inaction, ça serait par exemple 35% du coût d'un surcoût pour les assurances d'ici à 2050 et également, à titre indicatif, ne rien faire pour l'agriculture, ce serait des pertes considérables pour les récoltes. On parle de 7 à 8% pour le blé. Et puis sur le réseau routier, ça va concerner directement Élise. Les rénovations rendues nécessaires par les dégâts causés pour le changement climatique entraîneraient un surcoût de 5% d'ici 2050 pour un scénario à plus 2 degrés. Voilà pour quelques chiffres. Ça donne voilà, je pense que ça habille un petit peu le décor de notre discussion. Oui, complètement. Et peut-être juste justement là-dessus pour finir, après je laisse la parole, mais lorsqu'on regarde en tout cas les évaluations qui ont été faites par I4C, donc ce think tank de la Caisse des dépôts et de l'AFD sur le coût de l'adaptation en France, donc effectivement I4C. Ils ont fait plusieurs travaux avec des groupes de travaux. Donc, nous, on faisait partie de certains de ces groupes de travaux, par exemple. Il y a des mesures, disons, essentielles à court terme, c'est-à-dire quelle que soit la manière dont on veut s'y prendre, on ne voit pas vraiment de manière autre que ces mesures qui amènent le chiffre que vous avez dit. Et après, il y a d'autres actions à mener qui, elles, dépendent des chemins d'adaptation qu'on choisit. Et dans les messages, je pense dans les conclusions principales de leur rapport, il y avait cette idée que, en fait, le coût qu'on obtient dépend énormément du chemin d'adaptation qu'on choisit. Est-ce qu'on choisit d'adapter surtout les infrastructures, est-ce qu'on choisit d'adapter surtout l'organisation, ce genre de choses. Et après, un autre point qui est assez important, c'est que dans ces coûts, il y a une partie qui n'est pas forcément énorme, mais qui est vraiment essentielle, qui est celle de la formation. La formation et la mise à disposition de connaissances. Parce qu'en fait, il faut bien voir que toutes ces questions d'adaptation sont des questions relativement complexes. Enfin, rien qu'être capable de maîtriser les scénarios climatiques ou les projections de catastrophes naturelles, c'est pas impossible du tout. Mais voilà, ça nécessite un petit savoir-faire, une technicité, et qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a plutôt peu de personnes formées là-dessus, qui a un besoin croissant.
Et cette partie-là, qui n'est pas un surcoût qui est gigantesque, est vraiment un aspect qui est essentiel. Et peut-être le tout dernier point là-dessus. Ça a été chiffré à 250 millions par an additionnels pour engager des moyens humains indispensables à l'adaptation. Moyens à la fois sur le plan voilà, humain, mais technique également, parce qu'il y aura un apport technique. Et peut-être dernier point, c'est que lorsqu'on regarde le coût de court terme de l'adaptation, donc comme ça a été dit, il y a l'investissement initial, ensuite des dépenses récurrentes. Mais en fait, l'adaptation, dans beaucoup de secteurs, passe par un surcoût au moment de la construction de nouvelles infrastructures. Et le surcoût n'est pas forcément énorme. Bon, je parle en grande généralité, mais le surcoût n'est pas forcément gigantesque par rapport au coût de construction de base des infrastructures. Donc, il y a un surcoût qui n'est pas forcément très grand par rapport au flux d'investissement, par rapport à ce qu'on dépense de manière générale. Par contre, ce qui est vraiment essentiel, c'est de bien penser à intégrer surcoût, de bien penser à intégrer le réchauffement climatique futur lorsqu'on fait l'infrastructure. Parce que là où c'est très cher, par contre, c'est lorsqu'on doit faire du rétrofit, lorsqu'on a des infrastructures déjà construites, et que là, on doit essayer de les modifier pour les adapter à un nouveau climat. Élise Bon. Moi, je voulais juste réagir très rapidement là-dessus. Bien sûr, j'entends et je pense que ce sujet d'intégrer les enjeux de l'adaptation dans les constructions neuves nécessite en effet qu'il faut vraiment intégrer dans les exigences des marchés, dans les exigences de la commande, que l'adaptation soit formulée. Et là, pour le coup, le PNAC est un pas vers le plan national d'adaptation au changement climatique. Et un pas à saisir qui va dans ce sens pour faire converger vers des nouvelles constructions et des conceptions ou des interventions sur ouvrage qui intègrent déjà cet enjeu d'adaptation, puisqu'il y a des interventions sur ouvrage liées à l'âge des ouvrages, et même ceux-ci aussi doivent prendre en compte l'adaptation. Sur le coût de l'inaction, donc vous avez cité, moi je voulais juste illustrer ou rebondir, en effet, le coût de l'inaction, on entend tous que le coût de l'inaction dépasse le coût de l'action. Mais ce coût de l'action est quand même difficile à mobiliser, plus qu'aucun coût, et voire même que le coût de traitement d'urgence. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de la comparaison entre les coûts de traitement d'urgence cumulés et les coûts de transformation des infrastructures sur le long terme. Et donc ça fait partie aussi des choix qu'il faut faire, dont parlait tout à l'heure Vincent Viguier, et on en reparlera avec Madame Barreau-Serfati sur ça. Allez-y, continuez. Oui, en fait, juste simplement, en effet, qu'il faut... et c'est pour ça que j'insiste un peu sur le sujet de coopération, parce que pour un gestionnaire d'infrastructure, les solutions qui peuvent être optimum, ça peuvent être des solutions vraiment de réparation ponctuelle, et que se projeter en regardant quel est le bénéfice socio-éco aussi, ce que dit I4C, les conséquences socio-éco au global, peuvent permettre de mettre à jour des travaux plus transformationnels qui vont permettre d'avoir un bénéfice au long terme et au niveau de l'ensemble des co-bénéfices pour des tiers. Nos ouvrages contribuent notamment à la GEMAPI des collectivités. Enfin bon, donc il y a plein d'interactions qui nécessitent cette coopération et elle peut s'appuyer sur la vision long terme justement des modèles de concession qui peuvent investir, eux, les CAPEX de long terme et donc avoir ce petit schéma que vous disiez, qui peuvent l'articuler, mais avec une vision stratégique de la collectivité ou de l'État sur l'optimum bénéfice-risque. Juste d'ailleurs en ce moment, on étudie, je vous avais parlé à Montpellier d'une transformation au niveau de la conception d'une série d'ouvrages hydrauliques qu'on a passé en viaduc. On étudie dans les Alpes-Maritimes la transformation d'un ouvrage qui avait été créé, qui je ne sais même pas de quand il date, mais il doit avoir 40 ou 50 ans, d'une série d'ouvrages hydrauliques qui ont vécu en 4 années 3 crues au-delà d'une période de retour de 20 ans. Et donc, on étudie aujourd'hui. C'est clair que pour nous, on s'est adapté à comment il faut intervenir. Quand on voit les crues arriver, on a amélioré nos capacités à prédire à très court terme les crues arrivées et on met en place des mesures pour éviter les embâcles, pour réduire la durée de coupure de l'infrastructure. Et là, on travaille avec la région pour
trouver d'autres mesures qui s'appuient sur une analyse une analyse socio-éco, pour voir si une transformation de l'ouvrage ne serait pas un meilleur investissement pour la collectivité. Mais je complète, il n'y a pas que le rapport de I4C qui parle de ce coût de l'adaptation. Les banques centrales ont modélisé aussi l'impact économique d'un scénario météorologique catastrophe. Ils ont publié ça en juillet dernier. Et l'effet en Europe serait similaire à celui de la grande crise financière de 2008, avec 4,7 points de PIB perdus d'ici 2030. Donc ça serait considérable et ils incitent effectivement les pays à s'adapter. Isabelle Barraud-Serfati, sur ces questions effectivement de coût de l'inaction face à l'adaptation ou même de choix, de gouvernance, je voyais réagir un petit peu. Oui, non, peut-être. Alors, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que la question se pose pas. Enfin, moi, je travaille qu'avec des acteurs qui agissent en fait et qui se posent pas la question de faire autrement que de s'adapter. Donc, la question qui est posée, enfin, moi, celle à laquelle je suis confrontée, c'est comment on fait d'un point de vue économique, en fait. D'autant que à cette question du coût de l'adaptation s'ajoute la question d'un modèle économique, notamment des aménageurs, qui est aujourd'hui très fortement sous contrainte. Vous savez, l'immobilier va mal, les contraintes financières pèsent sur les collectivités locales qui finançaient quand même largement les opérations d'aménagement. Donc voilà, donc le sujet, c'est celui-ci en fait. Mais peut-être que justement l'adaptation, enfin, tous ces débats autour de l'adaptation sont peut-être une manière de résoudre le problème dans le sens où en fait, on parle souvent d'externalités en fait. Or, les externalités, c'est souvent des internalités pour d'autres acteurs. Ce qu'on voit, c'est que ce que fabriquent les aménageurs, ce sont des quartiers qui, on l'espère, enfin, c'est le but en fait, vont permettre de causer moins de sinistralité, moins de dommages. Donc c'est des coûts évités. C'est des coûts évités pour les assureurs, c'est des coûts évités pour les banquiers. Et donc c'est évident qu'à partir du moment où ces acteurs en fait sont embarqués dans la prise de... sont bien conscients, mais ils le sont de la nécessité d'agir, ces acteurs-là, on peut les embarquer. Et peut-être juste pour compléter, par contre, à nouveau, je pense que cette exigence de trouver un nouveau modèle économique de l'adaptation, encore une fois, c'est un peu des questions de pas de côté, de nouvelles lunettes. Alors, j'ai déjà parlé donc, de l'importance du fonctionnement par rapport à l'investissement, mais on a parlé des échelles temporelles, l'idée de pouvoir vraiment se projeter sur le temps long, ce qui paraît une évidence, mais encore une fois, qui n'est pas forcément... ancré dans les cadres d'action. Il y a évidemment la question des échelles spatiales. Lorsque je disais tout à l'heure que les espaces publics s'hybrident de plus en plus avec la question du grand cycle de l'eau, on change d'échelle en fait, puisqu'on passe du coup de l'échelle d'une opération, d'un quartier, voire d'une ville, à l'échelle du bassin versant. Donc forcément, c'est pas les mêmes acteurs. Et puis il y a une phrase que j'aime beaucoup du paysagiste Gilles Clément qui dit: les oiseaux et les arbres ne connaissent pas le cadastre. Et on voit bien aussi qu'aujourd'hui, un des enjeux de l'adaptation, il se situe pas simplement sur ce qui est maîtrisé par les collectivités locales, sur le domaine public, mais aussi sur le domaine privé. Et là, ça suppose de trouver de nouveaux moyens d'action. Donc, moi, tout ça, c'est... En fait, il faut que tout le monde bouge en même temps, mais du coup, c'est ça qui va permettre, je pense, d'avancer. Mais Vincent Viguier en parlait tout à l'heure, il y a des opportunités, de nouvelles opportunités qui se créent, notamment des nouveaux métiers à créer, ou en tout cas à instaurer, ne serait-ce que pour accélérer cette gouvernance commune. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui se dégagent? N'hésitez pas, je vois hocher de la tête, opiner du... Non, Louis Gaëtan voulait intervenir sur ce point-là. Oui, peut-être, enfin, ce point et le précédent. Donc, clairement, sur le coût de l'inaction, c'est sûr qu'idéalement, ce qu'on voudrait, c'est résoudre le problème à la source, c'est-à-dire le réchauffement, plutôt que d'avoir à s'en protéger une fois qu'il se produit. Le problème, c'est qu'on dit que la France pèse 1% dans les émissions, donc ça veut dire chaque fois qu'on réduit nos émissions, en fait, il y a 99% de ce qu'on fait qui profite aux autres, donc on ne le fait pas et tout le monde raisonne comme nous. Et alors que... donc, il y a du réchauffement, il faut s'en protéger, mais par contre, quand on s'en protège par des actions d'adaptation, là, c'est quand même 100% de ce qu'on fait qui nous reviennent à nous. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire, mais en parallèle, évidemment, il faut continuer autant que possible à participer à l'effort mondial de réduction des émissions. Donc là, j'ai un peu reformulé, comme tout à l'heure, la dichotomie entre bien privé, c'est-à-dire l'adaptation, et bien public, l'atténuation. Mais au tout début, donc, Isabelle avait commencé à apporter de la nuance et c'était bienvenu puisque
la dichotomie brutale, c'était un peu le premier étage de la fusée. Mais le deuxième étage de la fusée, c'est de dire qu'en fait, les biens publics purs et les biens privés purs, ça n'existe pas. Tout bien est en fait un peu les deux à la fois. Et si on reste dans le domaine de l'action climatique, par exemple, manger moins de viande, c'est œuvrer pour la planète, c'est créer un bien public, c'est réduire les émissions, mais c'est aussi agir pour sa santé, qui est un bien privé. Faire du vélo, c'est la même chose. On agit pour la planète et on agit pour sa santé. Donc là-dedans, l'adaptation, en réalité, que j'ai définie comme un bien privé, a certaines composantes de biens publics. Et notamment, si on pense à l'acclimatisation, qui est vraiment l'exemple des gens qui achètent un climatiseur pour leur confort et leur santé, hein, parce que ça réduit quand même la mortalité pendant les vagues de chaleur, ben on sait que ça génère des émissions de CO2 et de fluides frigorigènes, et donc ça contribue au réchauffement. Donc il y a une dimension de bien public, de mal public plutôt, de cette action, donc il faut la prendre en compte. Quand on pense à la hausse du niveau des mers, une façon de s'en prémunir, ça peut être de construire des digues, mais quand on fait ça, on déstabilise tout le réseau hydraulique de la zone et ça crée de l'érosion ailleurs, etc. Donc là, on voit qu'il va falloir raisonner, pas uniquement à l'échelle d'un bout de littoral, mais plus globalement à l'échelle du bassin. Et j'ai parlé aussi d'information, systèmes d'information qui sont très importants pour l'adaptation. Bah ça, typiquement, l'information, c'est un bien public. Ça bénéficie à tout le monde. Et donc, il faut avoir ces différents niveaux d'action. Donc, typiquement, les systèmes d'information, c'est vraiment au niveau national. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire les financements de Météo France, de l'IGN, du BRGM, etc. Il faut continuer à les soutenir. Action au niveau national. L'action contre l'érosion, ça va être plus à un niveau local. Et la climatisation, par exemple, on sait que c'est complètement c'est le niveau le plus décentralisé, c'est les décisions des ménages. Mais peut-être qu'on peut les orienter un petit peu par la réglementation, en interdisant les climatiseurs les moins efficaces en énergie, etc. Donc, et là, j'illustre par là l'aspect de subsidiarité qui me semble être très important pour la question de l'adaptation. Trouver le bon niveau de gouvernance. Et je complète aussi, je réagis, en fait, en tout cas, je donne un élément d'information. Une étude de BPI France qui était sortie fin 2024, l'an dernier, disait que notamment 68% des PME, des dirigeants de PME ou de TI jugeaient que l'adaptation au changement climatique n'est ni prioritaire ni stratégique pour eux, et seuls 12% avaient mis en place un plan. Donc, on est encore loin en fonction des disparités, je dirais, de taille, de typologie ou même territoriale. Il peut y avoir effectivement une adaptation qui est à géométrie variable. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait sur ça pour pouvoir créer des nouveaux modèles ensemble ? Est-ce que quelle coordination on trouve entre public, privé, politique, investisseurs. Élise, vous vouliez réagir, Élise Bon ? Oui, alors déjà, je voulais réagir juste sur le sujet de ce que vous venez de dire sur les entreprises qui s'en saisisseraient pas. Sur cette étude de BPI France, oui. Et d'ailleurs, c'était le plus faible taux de répondance. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas vraiment... Les entreprises ne se sentent pas aujourd'hui toutes concernées par les impacts des changements climatiques à venir. Alors, bon, pour se répondre rapidement à ce sujet, je pense que ça rebondit sur ce que vous disiez tout au début. Je pense qu'il est important de mesurer, de challenger les entreprises sur l'adaptation et de mesurer leur performance aussi à leur capacité de faire des propositions adaptées. Moi, je représente un concessionnaire qui a une délégation de service public qui répond, Vinci, dans le cadre de ses concessions, répond à des appels d'offres pour reprendre en concession des doses d'infrastructures de transport. Et le fait d'être jugé sur notre capacité à proposer des réponses sur l'adaptation stimule notre capacité d'innovation
mais à profit de l'adaptation et donc de la modernisation de ces infrastructures, les capacités d'ingénierie, les capacités de financement. Donc il est important pour moi que la performance puisse être jugée, la performance à proposer des solutions adaptées puisse être jugée. On a des outils de proposer des scénarios de référence avec mesures d'adaptation. On peut mesurer les CAPEX, on peut projeter les OPEX. Donc ça se fait, et je pense qu'il est important que les puissances publiques qui nous confient, avec qui on peut coopérer en répondant à ces appels d'offres, ces commandes, nous challenge là-dessus. Vraiment, il y a un changement de paradigme qu'évoquait tout à l'heure Isabelle Barraud-Serfati. C'est juger aussi les performances différemment. Oui, et les entreprises répondront par leur capacité d'innovation, par leur capacité d'innovation organisationnelle, capacité d'innovation technique. Il y a des solutions logicielles qui sont proposées pour améliorer les diagnostics, qui sont issues de projets de recherche, bien sûr. Et donc ça, les entreprises peuvent répondre à ces enjeux par leur capacité d'innovation, par leur capacité d'ingénierie, par leur capacité de financer à long terme les enjeux de l'adaptation. Encore faut-il qu'ils soient commandés, exigés et avec une demande de performance. Comment on articule le rôle de chacun, public, privé? Aujourd'hui, il y a des COP régionales, oui, c'est vrai, il y a des COP régionales qui est pour moi, je trouve, une bonne innovation organisationnelle en termes de gouvernance. Vous en parliez tout à l'heure. Pour préciser, ce sont des instances de dialogue régional et de gouvernance co-animées par le préfet de région, le président du conseil régional, avec des acteurs variés, collectivités, entreprises, associations, citoyens et filières économiques. L'objectif, c'est d'avoir des feuilles de route communes et aussi des feuilles de route qui incluent à la fois les réductions de gaz à effet de serre et les plans d'adaptation au changement climatique. Oui, et ça, c'est donc chez Vinci Autoroutes, on a contribué à 2 COP régionales et aussi à la démarche de la région PACA que j'ai citée tout à l'heure, qui est un peu dans ce même type de démarche. Donc c'est souvent en effet les collectivités locales, l'ADREAL, qui co-animent ou copilotent, en tout cas sur la suite c'est l'ADREAL et la région. Sur Nouvelle-Aquitaine, je crois que c'est la région qui co-anime ça. Et donc là-dessus, on est invité en tant que gestionnaire de ces infrastructures qui interceptent ces territoires-là à présenter nos connaissances sur notre infrastructure, à confronter l'avancement des études, parce que c'est des sujets qui sont relativement nouveaux. L'adaptation c'est vraiment le sujet des années 2020, sur lequel on s'est tous équipés en ingénierie à peu près à ces moments-là. Donc confronter les connaissances des uns et des autres, que les différents gestionnaires d'infrastructures ou les différentes entreprises ou collectivités, et permettre de construire un espace de dialogue qui, pour moi, l'écoute de chacun, l'écoute des propositions et des capacités de chacun, et ensuite permet à la collectivité, à l'échelle ad hoc du territoire que vous mentionnez, de prendre des décisions éclairées et après de confier aux entreprises qui ont les outils pour répondre les travaux, les optimums, avec une décision éclairée, notamment sur la performance socio-économique des solutions techniques proposées par les uns et les autres. Donc cette inversion, les gestionnaires d'infrastructures sont une délégation de service de l'État, et donc notre unique client, c'est l'État, mais finalement, ces espaces de coopération qui sont les COP régionales ou ces démarches sont un espace qui est extrêmement fertile pour faire sortir les solutions qui sont adaptées localement, puisque c'est rendu possible par le fait que ce soit à partir de l'enjeu d'adaptation locale qu'on va pouvoir permettre d'avoir ce terrain de discussion et de proposition. On peut donner des exemples parce que, par exemple, les enjeux clairement identifiés, et notamment parmi les priorités, il y a les feux. On peut débroussailler un espace que l'on a à gérer. Si le tiers à côté ou la collectivité locale à côté ne déploie pas les mêmes mesures, celles que l'on déploie seront vaines. Pour les infrastructures, les deux enjeux prégnants, c'est les crues inondations et les feux.
Et donc, en effet, tout ce qui est fait à l'échelle d'une infrastructure doit être fait de l'autre côté des clôtures si on veut que l'effet soit intéressant, et notamment sur les débroussaillements. Cette année, on a remonté l'ensemble des débroussaillements qui étaient concentrés, l'intensification des obligations de débroussaillement était sur l'arc méditerranéen et elle remonte au nord. Et donc, ça nécessite une coopération avec les personnes qui sont de l'autre côté des clôtures sur lesquelles on doit également intervenir. Donc, ça nécessite un nouveau espace de dialogue. Sur les crues inondations, c'est le même sujet. C'est-à-dire que si on doit traiter une infrastructure qui est sous-capacitaire en termes de flux en cas de crue, les infrastructures. Certains ouvrages qu'on a chez nous qui étaient dimensionnés pour des crues centennales sont aujourd'hui sont devenus des capacités plutôt cinquantennales parce que l'intensification des pluies est réelle, et également parce que l'occupation des sols a évolué. Et donc l'artificialisation intensifie également les sujets des crues localisés au niveau des infrastructures, au niveau des ouvrages hydrauliques. Et donc là, la meilleure solution à trouver entre laisser passer le flux pour éviter la crue à l'amont ou continuer à faire cet effet digue pour protéger l'aval, ça doit être décidé en collaboration avec les parties prenantes à l'amont et à l'aval. On ne peut pas avoir... on ne peut pas être seul décideur sur cette solution-là. Et c'est à l'échelle territoriale que ça se passe. Parce que légalement, les politiques d'urbanisation, elles sont aussi à l'échelle territoriale et en dehors des mains des infrastructures. Il y a aussi, effectivement, puisque vous soulevez cet aspect, des choix qui sont faits depuis des années. Par exemple, l'hiver approche, on se focalise sur le déploiement de mesures pour dessaler, gérer la neige. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de neige. Est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement des moyens à déployer sur d'autres phénomènes climatiques, mais sur ce coup du rôle entre acteurs publics et privés, je vous pose la question à tous. Est-ce qu'il y a des nouvelles voies à suivre? Est-ce que demain, on n'est pas face à notamment des acteurs privés qui interviennent déjà, soit pour les États, soit pour les collectivités, et qui peuvent se désengager? Est-ce qu'il faut les accompagner économiquement à gérer la multiplicité des impacts qu'ils ne peuvent pas peut-être absorber tout seuls? C'est une question large. Hein. Vincent. En deux mots, alors se désengager, je ne sais pas, parce qu'il y a, en fait, l'adaptation, ça correspond pour beaucoup à de nouvelles demandes. Donc, de nouvelles demandes, c'est de nouveaux marchés. Et si l'information est là, si les choses sont là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des acteurs privés qui émergent, qui répondent à la demande, peut-être avec de l'aide de l'État au début. Voilà, ça je sais pas. Et donc quel nouveau marché créer justement ou initier pour permettre aussi aux acteurs privés de venir s'investir sur ces nouveaux modèles qu'on est en train aujourd'hui de dessiner. On sait tous qu'on tâtonne un peu, tout cela est assez nouveau finalement à l'échelle du temps. Isabelle. Je ne suis pas sûre de répondre tout à fait à la question. Alors quand même, juste pour se dire, par exemple sur la question du verdissement, hein, pour faire simple, de la ville, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à regarder du côté des nouveaux opérateurs du vert en ville. En fait. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a plein d'acteurs qui apparaissent et qui arrivent avec des modèles économiques qui vont proposer aux collectivités locales fondé justement sur à la fois la prise en compte des coûts d'investissement et la prise en compte des coûts d'exploitation avec une tentative, alors à voir si ça marche pour le moment, mais de monétiser les bénéfices à long terme. Voilà, donc ça c'est pour dire que effectivement je pense qu'il y a des nouveaux acteurs en fait qui arrivent sur ces nouvelles portes d'entrée en fait. Mais peut-être ça pose la question de l'investissement, des coûts d'investissement et des coûts de gestion aussi à venir. Ça, cette question, enfin, elle est clé. Non, et peut-être je voulais juste faire un petit pas de côté, justement, sur... je parlais tout à l'heure des nouvelles valeurs, des inversions des raretés. Exemple que je voulais... Justement, est-ce qu'il faut adapter, puisqu'on parle d'adaptation, ou transformer le modèle économique et notre façon de regarder tout ça? Donc, encore une fois, je pense que la question du modèle économique, je réinsiste là-dessus, c'est des dépenses et des recettes, mais qui ne sont pas fixées dans le marbre, qui sont fonction de l'offre de services que l'on veut rendre. Et donc, à nouveau, je pense qu'il y a à faire cette discussion sur qu'est-ce qui doit relever d'un
d'une infrastructure ou d'un service pris en charge par la collectivité locale versus une infrastructure ou des services individuels. Là, quand je dis privé, mais au sens privé individuel. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est cette question qu'il faut mener en même temps que les discussions qu'on a sur c'est quoi les services urbains demain, les services publics locaux demain. Alors je vais prendre un exemple qui est donc un petit peu à côté, mais qui est une petite note que j'ai produite pour la Fabrique de la Cité sur quel partage de l'ombre dans les villes de demain. L'ombre, en fait, c'est une manière de contribuer au rafraîchissement des villes. Et c'est vrai que dans des villes réchauffées, on peut se dire que demain, l'ombre devient une nouvelle nécessité. Surtout si on considère que la climatisation, justement, va certainement pas tout résoudre et contribuer en partie aux difficultés, et que, notamment, elle ne peut pas aussi contribuer au rafraîchissement des espaces publics. En fait, elle peut jouer un rôle dans les espaces individuels. Alors, c'est intéressant, l'ombre, en fait. Je ne sais pas si vous devez le savoir, mais il y a quelques années, par exemple, les valeurs locatives sur le trottoir au soleil des Champs-Élysées étaient 2 à 3 fois supérieures aux valeurs locatives sur le trottoir à l'ombre. Demain, on peut se demander si c'est pas l'inverse, en fait. Si, finalement... Il n'y aura pas une inversion du marché. Une inversion des valeurs. Et du coup, ça amène, je trouve, à se poser la question de savoir si la collectivité doit se saisir, en fait, de cette nouvelle priorité que devient l'ombre. Comment est-ce qu'elle le ferait, en fait? Est-ce qu'elle le ferait façon équipement public d'ombre? En fait, c'est l'architecte Philippe Ram qui rappelle que les espaces publics, ils ont toujours été associés, en fait, à la qualité thermique des lieux. Vous savez que à la Biennale d'architecture de Venise, le pavillon qui a obtenu le pavillon d'or, c'est le pavillon de Bahreïn, sur justement des communs thermiques d'ombrage, en fait, donc vraiment des équipements d'ombre. Une deuxième piste, en fait, c'est de se dire, mais finalement, l'ombre devient ce qu'était l'eau autrefois, et que demain, on pourrait peut-être avoir un service de distribution de l'ombre, comme on a eu un service de distribution de l'eau. Là encore, Dominique Lorrain a beaucoup écrit là-dessus, mais à l'origine, le service public de l'eau était un service privé qui est devenu un service public au XIXe siècle. On pourrait avoir en fait un service d'entretien de l'ombre façon, vous parliez de la neige, façon déneigement à Montréal. En fait, le réchauffement climatique fait qu'il y a moins de neige, mais surtout que, en fait, il y a des cycles gel-dégel beaucoup plus importants, et que marcher sur les trottoirs en hiver est de fait beaucoup plus dangereux. Or, les finances municipales sont très contraintes, et donc il y a aujourd'hui une politisation de la neige qui fait que la question qui est posée, c'est est-ce que c'est à la collectivité de déneiger tous les trottoirs dans les 24 ou 48 heures, ou bien est-ce que c'est finalement, est-ce qu'il faut fermer les écoles, ou bien est-ce que c'est à l'habitant de déneiger devant chez lui. Et la dernière hypothèse, c'est finalement, et ça ramène au trottoir, c'est de se dire, est-ce que finalement, il ne faudrait pas financer des parcours d'ombrage à la façon dont on a financé le trottoir, dont vous savez tous que les trottoirs, ils existaient, vous savez tous qu'ils existaient, ils existaient quand les trottoirs? Ils datent de quand? Bon, ils existent à Pompéi, mais en fait, ils se réapparaissent. Ils disparaissent et ils réapparaissent notamment au XIXe siècle. Et c'est quoi la loi qui marque leur retour? C'est une loi sur le financement des trottoirs. Et en fait, elle pose une question fondamentale, qui est la question qui, à mon avis, on est en train de se poser là maintenant sur l'adaptation, c'est est-ce que le financement du trottoir, il doit être assuré par l'individu, le riverain, ou est-ce qu'il doit être pris en charge par la municipalité? Et à nouveau, c'est cette question-là, qu'est-ce qu'on met en commun dans le financement de l'adaptation? Surtout que ça devient une ressource de plus en plus rare. Non, mais c'est intéressant de prendre cet exemple que vous développez dans votre livre. Trottoir, c'est une ressource qui est de plus en plus rare, de plus en plus sollicitée, avec de plus en plus d'acteurs, et qui est un petit peu symbolique des choix qu'on doit faire aujourd'hui. C'est des choix en termes de mobilité, en termes de sécurité, en termes de partage, en termes de financement, en termes de déploiement de services. Est-ce que c'est à tel ou tel endroit? Oui, alors très vite, mais c'est effectivement ma conviction, c'est vraiment que le trottoir est l'espace le plus précieux des villes, pour plein de raisons, notamment des raisons aussi de sociabilité, de démocratie, mais aussi pour des raisons économiques, parce que dans la matrice de modèle économique que je présentais tout à l'heure, il y a un élément qui est clé, qui sont les ressources clés pour un opérateur économique pour fonctionner. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le trottoir, cette portion d'espace public qui notamment n'est pas dévolue à la mobilité, elle est une ressource clé pour tout un tas d'acteurs, pour leur permettre d'exercer leur activité et pour leur permettre notamment de s'adapter au réchauffement climatique. Par exemple, pour mettre du mobilier urbain rafraîchissant, pour mettre des fontaines rafraîchissantes. Et donc, c'est aussi une ressource clé pour un certain nombre de plateformes. Donc, c'est cette maîtrise par les collectivités de cette ressource clé pour d'autres acteurs, hein, c'est cette idée d'écosystème, en fait, eh bien, c'est un levier majeur, me semble-t-il, à la fois de gouvernance des opérateurs, notamment privés, mais aussi peut-être de nouveaux modèles économiques. Alors, faut-il adapter ou transformer? Une dernière intervention sur ça, le modèle économique.
en fonction du changement climatique. Je vois que vous voulez pas vous engager sur cette question. Comment se projeter, en tout cas, pour terminer juste cette table ronde avant de récupérer des questions peut-être en ligne ou dans la salle, comment se projeter sur les priorités immédiates et à horizon 2035. On a compris qu'en termes de gouvernance, en termes de partage, en termes d'organisation, il faut associer tous les acteurs. Il faut effectivement vérifier que la décentralisation, en fonction des régions, des climats et des modèles économiques, on sait qu'aujourd'hui, il y a des collectivités qui jouent sur la fiscalité pour accompagner, par exemple, l'adaptation. Quelles sont les priorités immédiate et à horizon 2035. C'est dans 10 ans, mais d'ici 10 ans, ça va énormément changer. Petit tour de table pour conclure. On commence avec vous, Louis Gaëtan. Moi, je voudrais peut-être quand même aller sur un peu le plan politique. Je pense que vraiment, c'est très important qu'il y ait un portage politique fort de cette problématique. Et de ce point de vue-là, quand je crois que c'était le ministre Béchu qui a commencé à parler de plan d'adaptation à 4 degrés, ça a été plus ou moins bien reçu, mais je crois qu'il y avait là quand même un discours de responsabilité. Alors certes, ça peut être pris comme une sorte de résignation au fait qu'on n'a pas atténué assez. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher les efforts d'atténuation, bien au contraire, mais il ne faut absolument pas faire l'autruche et avoir ce discours. Parce que comme Vincent l'a dit au début, on est en fait confronté à un problème de prévention qu'on connaît depuis toujours. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait de la prévention, on ne voit jamais les effets, sauf quand il y a des crises où là, tout à coup, on se dit « Ah ben, il y a une crise, ah ben tiens, on était mal préparé ». Alors qu'en fait, non, ça aurait été bien pire si on ne s'était pas mieux préparé. Donc il y a vraiment toujours ce côté ingrat d'agir en anticipation, parce qu'effectivement, les bénéfices, la métrique des bénéfices, elle n'est pas très claire. Et le problème du changement climatique, c'est qu'il nous conduit à cette paresse, parce qu'on parle d'événements qui vont se produire dans le futur, et d'ailleurs pas que en France, mais un peu partout. Et donc, il faut vraiment revenir aux fondamentaux et intégrer cette contrainte, et si possible, pas se réveiller quand la crise arrive, comme on a vu pour le Covid, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu que, ceci dit, la société a quand même réagi massivement, instantanément, mais il y a peut-être eu un petit manque d'anticipation. Là, le problème, c'est encore plus simple d'être paresseux parce que ça va se produire dans le futur, donc il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps et qu'il y ait un portage politique et au niveau de l'État. Ce qui n'est pas une mince affaire en ces temps justement d'instabilité politique où on a du mal à planifier, mais voilà, avoir un discours de responsabilité, je pense que c'est assez important. Au-delà du plan national d'adaptation au changement climatique, il y a notamment, je dis, donc il faut aller plus loin, hein, vous le dites, hein, notamment ce plan, certains acteurs disent qu'il faudrait plus d'argent sur la table et surtout plus d'ingénierie pour les petits acteurs, les collectivités les plus petites, parce que les grands ensembles, les grandes métropoles sont plus à mesure de les décliner et ont l'ingénierie et les moyens humains et justement et intellectuels pour développer tout ça. Et Lisbonne, si on devait arrêter des priorités immédiates et à horizon 2035. Alors vous, en plus, vous êtes sur un temps avec des concessions. Donc c'est le modèle que vous défendiez, qui vous convient très bien, que vous dites qui est très cohérent. D'autant plus que les choix qui sont faits maintenant, que ce soit sur les infrastructures, sur les espaces publics, ils sont à long terme, c'est-à-dire que ce qu'on construit aujourd'hui sera encore présent dans plusieurs dizaines d'années. Donc ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que déjà qu'on ait des référentiels partagés, donc avec la publication de la trajectoire de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC, on a déjà un premier pas vers un référentiel commun. En effet, la PNAC, donc le plan national d'adaptation au changement climatique, promis par le ministre Béchu, et aussi un plan mentionne que les entreprises doivent mettre en place des plans d'adaptation. Et en effet, ça commence par que ce soit les entreprises ou les collectivités, celles qui ont les moyens d'ingénierie, et ensuite ça va se dissiper dans l'ensemble du réseau des collectivités
collectivités et des entreprises, hein, je l'espère. Donc pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est partager de la connaissance, donc la connaissance des vulnérabilités, des criticités des différents ouvrages, des différentes infrastructures à partir de ces référentiels communs. Et ensuite, je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que à partir de cette coopération que j'ai mentionnée tout à l'heure au niveau des COP, au niveau des démarches pilotes territoriales, il y en a besoin d'une vision stratège pour prescrire l'adaptation dans les contrats, dans les contrats et les marchés, et pour pouvoir définir ce qui peut apporter le meilleur bénéfice socio-éco à l'échelle d'un territoire. Et cette prescription-là, elle peut s'appuyer sur les capacités de financement, en effet, et d'innovation des entreprises qui peuvent répondre dès maintenant pour que 2035, en effet, on ait minimisé les coûts en ayant mis en place dès maintenant les mesures d'adaptation dans les ouvrages qui seront à jour en 2035. Isabelle Barraud-Serfati, les priorités immédiates et à horizon 2035, selon vous? Peut-être vraiment faire de la pédagogie sur ces modèles économiques. Enfin, je crois que ces modèles économiques, ça doit pas être quelque chose considéré comme un savoir inaccessible. En fait, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Et simplement, il faut que on se forme là-dessus collectivement, qu'on aille voir les modèles économiques des autres acteurs et qu'on les mette, je pense, en partage avec tout le monde de manière très large. Ok. Créer de nouvelles valeurs et penser aussi, en tout cas, se poser la question des valeurs et des nouvelles... En tout cas, s'interroger effectivement sur les nouvelles raretés, essayer de voir... Enfin, moi, je travaille pas mal avec des changements de paradigme, en fait, se dire que voilà, la vérité d'hier n'est plus celle de demain et se rebousculer sans cesse sur nos certitudes. Voilà, j'aurais tendance à dire, pour filer la métaphore, passer sur le trottoir d'en face aussi pour aller voir la vérité des autres. D'accord. Vincent Viguet. Alors, pour moi, donc, l'adaptation, ça nécessite de faire des choix et il y aura forcément des gagnants et des perdants, etc. Et du coup, pour moi, l'enjeu essentiel à court terme, c'est de permettre les conditions d'un débat apaisé là-dessus. Donc déjà, qu'il y ait un débat, donc, ce qui nécessite un portage politique, et que le débat puisse être fait de manière la plus apaisée possible, ce qui, par exemple, nécessite d'avoir des chiffres et des projections les plus précises et les plus objectives possibles et acceptées. Parce que sans chiffres, en fait, c'est très 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 difficile d'avoir des débats qui ne tournent pas en rond ou qui n'amènent pas à des choses. Et avoir ces deux choses-là est nécessaire. Et on a beaucoup en France, par exemple, il y a l'ADEME et le CEREMA qui font des choses, mais à très court terme, disons, par exemple, tous les débats qu'il y a pu avoir ces derniers mois sur le fait de supprimer ces agences, paraît un peu à contre-courant par rapport à tout ça. Et lorsqu'on regarde les débats sur l'adaptation en France, ils sont loin d'être apaisés. Prenez par exemple les débats sur l'eau dans le monde rural, l'eau qui touche aussi les villes. Hein. Lorsqu'il y a moins d'eau, il n'y a pas que l'agriculture qui est impactée. On est loin aujourd'hui d'être en capacité de poser les bonnes questions, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire là-dessus. Merci à tous les quatre pour ces prises de parole. C'est trop court, hein. On pourrait rester encore plus longtemps. On a plein de questions qu'on avait pointées et sur lesquelles on n'est pas allé. On va passer aux questions de la salle. Mais d'abord, j'ai une question en distanciel. Un petit peu, alors on la prend comme on veut. Il serait intéressant de partager également des exemples de maladaptation, non? Voilà, c'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous vois. Allez-y. Est-ce qu'il y a des exemples de maladaptation au changement climatique? C'est pas une maladaptation, la clim? Oui, on a parlé de... Pardon? On a parlé de la climatisation, il y a les digues dans certains cas. Donc oui. Oui, on en a parlé. Vincent? Peut-être juste là-dessus, un point. Donc, la maladaptation, c'est lorsqu'on s'adapte aux impacts du changement climatique, mais qu'on aggrave la situation. Donc, voilà, l'exemple typique, c'est la clim avec l'effet boule de neige sur les émissions. Mais un point important, c'est que la maladaptation, c'est pas une solution technique. Par exemple, c'est pas la climatisation qui est la maladaptation ou les digues. La maladaptation, c'est le processus de décision. Donc, par exemple, dans le cas des canicules, faire de la maladaptation, c'est s'appuyer principalement sur la climatisation pour lutter face aux canicules, sans prendre en compte tous les effets négatifs que ça peut avoir. C'est ça. Et donc la maladaptation, en fait, c'est le fait de mal poser les questions, de ne pas prendre en compte en fait, les réalités techniques ou les réalités objectives. Et ça revient au fait d'avoir un débat qui est mal posé.
Est-ce qu'il y aurait des questions ici? Oui, il y en a. On va vous donner un micro. Il est là. Je vais vous l'amener. Mais très bien. Je pense que celui-ci fonctionne. Merci. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Ah oui, d'accord. Donc, je m'appelle Claude Da Silva, je travaille pour le groupe Saint-Gobain, je dirige la R&D bâtiment du groupe Saint-Gobain. Et donc, en fait, ce sur quoi je voulais vous faire réagir, et la question, c'est vraiment, en fait, je pense qu'on fonctionne essentiellement par implémentation. C'est-à-dire, en fait, si on raisonnait d'un point de vue réglementaire, on se dit, bah voilà, on va rajouter une contrainte, à chaque fois ajouter une contrainte supplémentaire par rapport à l'atténuation, qui va être la question de l'adaptation. Donc, ma question est, si on raisonne d'un point de vue modèle économique, à quoi doit-on renoncer? C'est-à-dire que, parce que par définition, en fait, tout est contraint. Nous sommes tous contraints. Et tous nos raisonnements sont toujours par implémentation. Le seul moyen d'agir, c'est justement de renoncer à exactement ce que vous disiez précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment, nos modèles de vie, les contraintes ne sont plus les mêmes. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut lâcher du lest quelque part pour pouvoir agir quelque part. Ça nous permet de préciser ce qu'on a déjà effleuré tout à l'heure et qu'on n'a pas précisé. Et donc, du coup, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Alors, bien sûr, la réponse que j'attends, c'est effectivement pas relâcher sur l'atténuation. Parce que je pense que tout le monde est assez convaincu que c'est certainement pas la bonne voie. Mais selon vous, du point de vue du modèle économique, sur quoi pourrait-on relâcher de manière à se donner les moyens à la fois intellectuels, économiques, potentiellement réglementaires, politiques, pour justement agir sur l'atténuation? Alors, je vais Élise, je ne devais pas donner une réponse complètement exhaustive parce que je suis pas sûre d'être compétente sur l'ensemble, mais moi j'ai l'impression que l'adaptation a pas une réponse aussi univoque. Notamment, on voit qu'il y a pas mal de solutions d'adaptation qui font appel à des solutions fondées sur la nature, qui nécessitent pas forcément un renoncement. Et qui peuvent être des solutions qui ont énormément de co-bénéfices sur d'autres sujets. Et donc, en ayant une vision globale de justement ces co-bénéfices, le verdissement des villes, il y a je sais pas ma spécialité, mais j'imagine qu'il y a des sujets santé, etc. Donc, j'ai l'impression que l'adaptation, c'est plutôt l'opportunité. C'est un peu l'obligation, ce qu'on voit sinon c'est la condition du succès, d'avoir une vision systémique. Et en ayant cette vision systémique, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcé de renoncer, qu'on va peut-être faire de la réingénierie des solutions qu'on avait précédemment, qui ne sont pas forcément des renoncements. Mais réallouer l'ingénierie existante, c'est faire des choix. Ça correspond à la question, non? Je voudrais peut-être juste dire, ça répond à la question, mais... Non, mais moi, j'insiste sur la question est plus... Je ne crois pas au fait qu'on puisse se dire... Ouais. Non, c'était juste pour dire, en fait, voilà, je pense que la force de l'urbanisme, c'est qu'il est très situé, ça a été dit, ce qui se passe ici, pas la même chose qu'ailleurs. Et donc, pour moi, cette question d'arbitrage, c'est une question politique. Donc, pour moi, elle doit être portée par les élus sur des territoires donnés. Oui, mais situé. Enfin, je veux dire, on ne peut pas, pour moi, donner une réponse comme ça, in abstracto, sur tout le territoire. Si on dit, bah voilà, en fait, il va neiger de moins en moins, et c'est exactement ce que vous disiez, Vincent, il va neiger de moins en moins, donc potentiellement, il faut moins de déneigeuses. Mais moi, je peux vous assurer que si on ne communique pas, le seul jour où il y aura de la neige, et ben en fait, tout le monde va se plaindre, parce que, justement, on veut garder le même niveau de service, même sur des choses ponctuelles, et en fait, c'est ça notre... Enfin, je pense que c'est un des mots de, justement, cette question de... Deux réponses avec Louis Gaëtan et Vincent, je crois. Ouais, je peux donner 3 exemples avec un gradient du plus enthousiasmant au moins enthousiasmant. Donc clairement, je pense par exemple, on peut, dans la catégorie enthousiasmante, on peut renoncer au béton. Donc ça a été très bien dit au début. Quand on voit, je trouve, les places boisées qui se multiplient sur des grandes places parisiennes, ça va plutôt dans le bon sens, de plus en plus d'arbres en ville, etc. Ensuite, dans la catégorie
Balle au centre, il y a peut-être la question des toits blancs, justement. Je pense que là, ça ne va pas plaire aux architectes des bâtiments de France, mais là, je crois qu'à Paris, il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans de nombreuses grandes villes. Dans de nombreuses grandes villes. Et après, dans la catégorie, là, vraiment pas enthousiasmante et très, très, très difficile, il y a tout ce qui est relocalisation dans les zones à risque. Et là, c'est sûr que c'est la bombe à retardement, l'érosion côtière, etc. Alors, moi, si on n'agit pas, la façon dont je vois venir le truc, c'est que on va mettre des digues partout. Alors, je ne suis jamais allé au Japon, mais je crois qu'en gros, l'île est un petit peu recouverte de digues pour protéger les tsunamis. Je pense que si on ne fait rien, c'est ça aussi qui va se produire, avec forcément une perte esthétique et en termes de valeur intrinsèque de services écosystémiques vraiment moindres. Mais l'alternative, sinon, c'est de dire aux gens très tôt, très en amont, il va peut-être plus falloir habiter là. Et là, c'est là où, clairement, on a les plus grandes difficultés politiques, démocratiques. Voilà. Donc c'est sûr qu'on va au-devant de difficultés, d'où l'importance de les anticiper au mieux et de préparer le terrain, je pense. Et peut-être là-dessus aussi, effectivement, je pense qu'une des clés, c'est le terme renoncement. En fait, c'est pas un renoncement, c'est un changement. Voilà. Je parlais plutôt d'ISO. Ouais. Je dis que c'est pas forcément de dire, voilà, du jour au lendemain, on renonce à ça, mais c'est simplement des transferts. Des transferts. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'adaptation, mais d'ailleurs les autres questions environnementales aussi, nécessitent par exemple des changements dans pas mal de choses. Et en fait, le changement, ça peut être positif ou négatif. En fait, personne ne sait si on sera plus content ou moins content avec la mise en place dans une société adaptée. Il y a énormément de co-bénéfices. Enfin, la végétalisation peut en amener. Enfin, voilà, avec l'imagination, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là où il y a un renoncement, c'est-à-dire là où il y a un changement qui intrinsèquement peut être vu comme négatif, c'est qu'on est obligé de renoncer à l'existant. Et donc, en fait, les cas, sans doute, mais je ne m'appuie pas sur des articles académiques pour dire ça, mais les cas, sans doute, où ce sera le plus compliqué, c'est les cas où il y a des choses qui sont en place depuis très longtemps et où là, il faudra changer. Et typiquement, les questions de patrimoine, les cas de patrimoine historique, où là, là effectivement, c'est compliqué, ou alors ça signifiera mettre beaucoup de moyens, ce qui peut être tout à fait un choix, mais voilà, au prix d'un renoncement à de l'argent, quoi. Mais par contre, là-dessus, la manière positive de voir, c'est que c'est un changement, et d'ailleurs, même indépendamment du changement climatique, des changements, il y en a tout le temps, rien qu'avec les progrès technologiques, les mutations économiques, etc. Et le changement qu'il faut faire pour s'adapter, pour atténuer, ça, c'est ce qui est, par exemple, dit dans le dernier rapport de GIEC, mais aussi dans ceux d'avant. Il n'est pas de vitesse plus rapide que les changements de mode de vie, entre guillemets, habituels liés aux mutations économiques. Simplement, là, c'est quelque chose qu'on anticipe. Donc, sans doute que ça fait un peu plus peur que quand ça se produit au fil de l'eau. Mais il y a tout un tas d'aspects positifs. Et justement, un des manques à l'heure actuelle, c'est le fait de dire, enfin, quelque part, d'avoir peur de ce changement, plutôt que de se projeter dedans en prenant en compte les contraintes qu'il y a, mais de la manière qu'on prend en compte les contraintes de la technologie, et de regarder un schéma qui nous paraissent souhaitables dedans. Mais d'autant plus que les adaptations réalisées en ville sont plutôt des adaptations en effet enthousiasmantes et du type d'un renoncement positif, quoi. Une autre question. Bonjour. Donc je suis Nicolas Pupier, je suis chef de projet éco-conception chez Sistra, ingénierie des infrastructures linéaires de transport, ferroviaire notamment. J'aurais une question sur un des éléments qui va finalement poser le cadre des modèles économiques, qui est la réglementation. Vous avez donné quelques exemples qui soulignent potentiellement des limitations des réglementations face aux enjeux du changement climatique. Tout à l'heure, Élise Bon, vous parliez du viaduc qui a été proposé pour prendre en compte de futurs aléas plus importants, même si les bus qui étaient initialement proposés remplissent les critères
prévention des risques inondations. Est-ce que, sur cet exemple ou d'autres exemples, vous identifiez des limites actuelles, des réglementations, des normes techniques aussi, et est-ce que pour vous c'est un enjeu important dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, et quelles évolutions vous appelleriez de vos voeux? Aujourd'hui, il y a eu donc des premiers pas qui ont été faits avec la publication de la TRAC et du PNAC, mais qui sont pas encore complètement, qui disent qu'il faut traduire dans l'ensemble des réglementations, l'ensemble du bouquet de réglementation, les enjeux d'adaptation qui sont pas encore réalisés. Donc le sujet, c'est que aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce soit fait pour que ça devienne opposable, et que donc aujourd'hui c'est plutôt des propositions qui sont faites par des ingénieries comme les vôtres pour pouvoir prendre en compte des choses qui ne sont pas encore réglementaires. Donc pour moi le risque il est que ça ne le devienne pas, et que donc il n'y ait pas de consensus, ou alors le risque c'est qu'il n'y ait pas d'écoute des propositions qui sont faites par les entreprises qui sont quand même plutôt pas mal outillées et donc sachantes sur leur capacité à faire des propositions éclairées pour prendre en compte les nouvelles les nouveaux règles, défis, les nouvelles règles. Louis Gaëtan, Girodet. Oui, sur certaines règles, donc j'ai parlé des règles d'urbanisme, d'architecture qui parfois n'autorisent pas certaines choses qui seraient souhaitables. Pour autant, je crois que vraiment les réglementations, l'action publique, etc., et notamment dans le domaine de l'érosion côtière, et on revient à la question précédente, à quoi faut renoncer. Je pense quand même que donc, les réglementations et l'action publique, c'est très important. Ça peut être perçu comme pénalisant, mais en fait, faut se dire, faut peut-être quand même faire passer l'idée que si on ne le fait pas, in fine, c'est le marché qui va nous pénaliser. Parce que quand vous habitez en zone à risque, au bout d'un moment, votre maison, elle ne vaut plus rien. Et quand ça se produit, parfois on peut se retourner contre l'État en disant vous ne nous avez pas protégés. Donc voilà, faut avoir en tête que l'action publique qui planifie l'adaptation et qui la coordonne, c'est vraiment pour éviter des pénalités vraiment financières qui se matérialisent à la fin. Et ce qu'on croyait posséder, en fait, il s'est évaporé, sa valeur s'est évaporée. Ça nécessite aussi une anticipation majeure en termes de formation, de main-d'œuvre, de logistique. Voilà, il y a quand même un travail sur de nombreuses années à décider dès aujourd'hui. Et c'est là où on voit que le chemin, il n'est pas encore engagé complètement, parce qu'effectivement, le trait de côte en France est menacé à peu près partout. Après, il n'y a pas des constructions partout, mais on en avait parlé dans une dernière matinale, il y a énormément de sites concernés. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, deux dernières questions? Allez, on y va. On prend plaisir dans cette matinale qui a débuté tard, mais qui va terminer tard. Oui, bonjour. Donc Sophie Garnier, je suis élève en dernière année au Pont, en stage au ministère de la Transition écologique. Et donc j'étudie la transition des villes, notamment par l'utilisation des SFN, les solutions fondées sur la nature. Et on voit que la nature en ville, elle a énormément d'avantages donc sur la santé, de bénéfices en termes de santé. Il y a une étude d'Aster qui montre que c'est 23% de valeurs qui ont directement pour les acteurs de la santé. Et du coup, ça pose la question de faire rentrer peut-être autour de la table du financement les nouveaux acteurs, des acteurs de la santé. Donc, par exemple, un peu à l'instar du modèle des agences de l'eau aujourd'hui qui vont financer ces SFN, pourquoi pas les acteurs de la santé? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont déjà en train d'être faites, qui sont en train d'être distribuées, un peu quelle part aux acteurs de la santé, quelle part aux acteurs de l'eau sur ces solutions fondées sur la nature? Est-ce que c'est pertinent, ou est-ce que finalement, en fait, ça reste l'État, donc ça reste des agences de l'État, donc que ces fonds viennent de fonds qui sont fléchés verts, qui sont fléchés de transition écologique, ou que ces fonds viennent de fonds qui sont fléchés santé? Est-ce que finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça? Et est-ce que si on met ces fonds fléchés santé, ça ferait rentrer d'autres acteurs du monde de la santé, mais de la santé privée, des assurances ou des choses comme ça? Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pertinent? Voilà. De toute façon, le lien entre santé et climat, il est très fort et il est de plus en plus. C'est vraiment un sujet émergent. Et donc là, la réponse c'est 1000 fois oui.
Pour autant, je dirais même que c'est quelque chose qui est déjà quand même bien pris en compte, puisque le premier exemple que j'ai cité, c'est celui des canicules, où on voit qu'on est quand même déjà beaucoup plus résilient qu'il y a 20 ans aux épisodes de canicule. Mais oui, c'est sûr que ça, là, associer plus étroitement les professionnels de la santé, ça fait partie des solutions évidentes, sans regret, comme on peut dire parfois. Alors, moi, j'ai pas travaillé là-dessus, c'est-à-dire que voilà, j'ai effectivement eu connaissance de pas mal de travaux sur évidemment le lien favorable pour la santé. Votre remarque, en fait, ce qu'elle m'amène juste à dire, enfin, je la trouve extrêmement pertinente. Hein. Je pense que de manière générale, justement, une manière de traiter ces sujets, c'est de se dire qui sont les nouveaux entrants d'un secteur, en fait. Et de la même manière qu'au moment de l'hiver 2022, finalement, les fabricants de doudounes avaient été vus comme des acteurs de l'adaptation, de la sobriété énergétique. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement une piste vraiment intéressante. C'est aussi, on dit, c'est pas les inventeurs de diligence, c'est pas les opérateurs de diligence qui ont inventé la voiture. Donc effectivement, moi je pense que c'est ces regards extérieurs qui permettront sans doute de trouver des solutions. Et donc, en tout cas, élargir le cercle des parties prenantes pour faire que ce qui était des externalités devienne des internalités me paraît une piste majeure. On a déjà des acteurs de la santé qui se positionnent en termes d'information, hein, que ce soit des mutuelles ou des assureurs, hein, auprès de leurs adhérents, de leurs assurés. Ça a du sens puisque finalement, une façon de s'adapter, c'est d'être peut-être plus sobre, donc peut-être plus sobre en dépenses, plus sobre et d'anticiper avant et d'informer et donc d'être partie prenante sur les mesures qui sont prises pour éviter des maladies, des accidents. Voilà, je pense que ça a du sens. Je dis une bêtise ou ça va dans ce sens-là? Ça me fait penser. On est d'accord? Par contre, c'est vrai qu'au sein d'un même acteur, une même catégorie d'acteurs, on voit bien qu'il peut y avoir des stratégies divergentes. Bien sûr. Je crois les assureurs d'un côté, en fait, on va dire qu'ils sont exposés sur tout le territoire, et en revanche, avec leur casquette investisseurs immobiliers, finalement, ils ont une géographie des investissements qui reste très concentrée. Donc là aussi, il y aurait sans doute des choses à repenser. Oui, juste une remarque. En fait, plusieurs fois, vous avez discuté d'un futur marché extrêmement important. Alors, moi, ma compréhension, c'est que le marché, il n'est pas tellement chez nous en France, qui est quand même un pays bien équipé et saturé de biens. Il est dans les pays émergents. Donc, quand même, à la louche, à un horizon 2050, on va avoir 2 millions d'humains de plus, dont plus de la moitié seront dans les villes. Donc, ma question première est de dire qu'est-ce qu'on a comme message à peu près clair à dire aux gouvernants de ces pays-là. Moi, j'ai travaillé pendant de longues années pour expliquer dans le monde entier le modèle français de services urbains concessifs qu'on trouvait dans les autoroutes, dans l'eau et tout ça. Est-ce qu'en fait, on a une vision à peu près claire sur ce genre de choses? Premier point. Le deuxième, c'est que je trouve qu'on est... Enfin, on voit pas vraiment ce qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'on fait comme si on pouvait bidouiller à la marge parce qu'il y a 2 degrés de plus. Et si c'était 4? Et si c'était irréversible? Oui, exactement. Donc moi, je trouve que si on admet, au moins comme élément de travail, de discussion, cette hypothèse de on va faire plutôt des catastrophes, dans ce cas-là, il faudrait peut-être ne pas rester collé à notre héritage, mais ouvrir les fenêtres et oser explorer des pistes qui sont taboues. Alors, je prends un exemple. Isabelle, à juste titre, nous a expliqué que le modèle passé de financement, c'était, en gros, on emprunte pour payer les CAPEX, et ensuite, on facture à la consommation, mais un compteur, et il y a une facture. Le système, en gros, s'équilibre sur de la longue durée. Bon. Et je suis d'accord avec elle pour dire si demain le modèle de consommation n'est plus le même, le système se bloque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai vu un endroit du monde où ils ont une autre solution. C'est la Chine, c'est Hong Kong, c'est Singapour, où en gros, le droit de propriété n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire vous n'êtes pas propriétaire à 100% de votre truc, vous avez un droit de propriété qui va, alors ça dépend, enfin ça se négocie, mais ça va être sur 60-70%, bien vous avez un lease sur une durée de 50 ans. Voilà. Alors vous comprenez que alors évidemment si on touche à ça en France, révolution,
Mais d'un autre côté, si on trouve des mécanismes économiques et un argumentaire politique qui tient la route, alors du coup on crée une nouvelle richesse. Et si je dis ça, c'est parce que je suis en train de finir des travaux sur les mégacités des pays pauvres. En fait, leur problème principal bute là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de logement, on n'arrive pas à financer les infrastructures essentielles et tout ça, tout simplement parce que ça bute sur le foncier. Donc le foncier relève de la rente foncière et sert de valeur qui circule entre les membres de la coalition politique qui gouverne. Et en fait, on n'a pas d'argent pour faire un réseau d'eau, un tramway ou que sais-je. Donc on voit bien que ce n'est pas une question théorique générale, ça a une dimension évidemment théorique et politique, mais c'est un problème pratico-pratique. C'est-à-dire que s'il y a une partie des richesses, disons, si la menace augmente, et si l'essentiel de la richesse est capté et improductive et intouchable, alors le système est bloqué. Donc peut-être faudrait-il avoir une discussion sur de la rente foncière, de sa circulation et de son partage. Réaction, oui. Par rapport à ça, quand même. Isabelle. C'est vrai que, Isabelle. effectivement, le foncier non artificialisé devient une nouvelle valeur et devient une nouvelle rareté. Et quand même, ce qu'on voit là, c'est, alors, d'abord pour des raisons qui sont liées à des enjeux de logement abordable, mais aussi de réindustrialisation. On voit des collectivités et des aménageurs qui, de plus en plus, en fait, décident de garder leur foncier et de le donner à bail dans le cadre de baux très longue durée. Et donc, c'est vrai que là, c'est peut-être finalement l'opportunité, si je reste sur le champ des aménageurs, mais de réinscrire en fait ces acteurs-là dans le champ de la très 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 longue durée, puisque par exemple sur le foncier, on va avoir des prêts Gaïa de la Banque des Territoires qui vont être sur des durées de 80 ans en fait. Donc potentiellement, cette obligation à regarder le long terme que les outils des finances locales finalement n'incitaient pas à faire, eh bien peut-être que le mécanisme des baux sur le foncier va permettre de réintroduire cette notion de temps long et du coup d'obliger tous les acteurs, collectivités locales notamment et satellites, à se projeter là-dessus. Réaction là sur ça rapidement, Louis Gaëtan. Oui, je souscris à tout ce qui a été dit, à savoir qu'il faut se préparer à plutôt aux catastrophes, plutôt à la fourchette haute, voire très haute que basse, qu'il faut du coup penser un petit peu hors de la boîte et penser à des choses un petit peu de rupture et un peu radicales. Et ça nécessairement un lien avec le foncier et la propriété privée, puisque c'est les biens qui vont être dégradés. Et comme je l'ai dit, in fine, sinon ça va être le marché qui décide. Et je pense que personne n'a envie de ça. Et donc, voilà, il y a des choses à imaginer de ce point de vue-là. Merci à tous pour nous avoir suivis dans cette matinale. Vous en distanciel et vous ici à nos côtés. Pour plus d'informations, en tout cas si vous voulez revoir cette matinale, elle sera disponible sur le site de l'École des Ponts dans les jours à venir. Et il y aura également un best-of des meilleurs moments de nos échanges qui sera en ligne au maximum en début de semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.